Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Que les choses soient dites. Comme promis, nous passons au deuxième volet de ce sujet sur la violence. Alors c'est vrai que le premier volet, nous n'avons pas pu récupérer des appels. Ce soir, nous essaierons d'en prendre un maximum pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, faut-il s'étonner ou s'effrayer de la montée en puissance de la violence? C'était la thématique de la semaine dernière, thématique reconduite, avec nos invités. Alors, au niveau du noyau dur, nous avons eu une érosion, on va dire, puisque Evita n'est pas là. Elle l'avait annoncé, d'ailleurs. Elle est hors du département et elle vous prie de l'excuser. Elle est vraiment, vraiment navrée de ne pas pouvoir être là sur ce deuxième volet de la violence. Et puis, normalement, Samuel devrait nous rejoindre avec un autre invité, mais nous débutons notre émission avec les deux, on va dire les deux compères, puisqu'ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Je veux parler d'Harry Ancelade, et aussi de Raymond Otto. Alors, vaste sujet, la violence. Il y a plusieurs formes de violence. Et avec vous, on va essayer d'entrer en plein cœur de ce sujet avant de récupérer des appels, puisque je vais débuter avec vous, Raymond. La violence. Si je vous pose la question, vous me direz oui, mais de quelle violence on parle? Alors, justement, quand on entend parler par-ci et par-là, en disant oui, mais il y a trop de violence en Guadeloupe, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous passez, vous écoutez les gens, lors de vos conférences, par exemple, on vous dit oui, mais monsieur Otto, il y a trop de violence en Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est quoi? Quand on dit il y a trop de violence en Guadeloupe, qu'est-ce que cela suppose? Très bonne question. En plus, c'est une question qui a été abordée par l'Association des familles chrétiennes de Saint-Claude il y a de cela 15 jours, puisque c'est une question qui est vraiment prégnante. Et je leur expliquais simplement que la violence est consubstantielle de la société. Nous avons tous décidé d'abandonner une part de notre liberté, et forcément, on a tous décidé de se faire violence. Donc il y a la violence sur soi et la violence contre les autres. Mais pour ce qui était dit la dernière fois par tous les intervenants, il fallait qu'on voit la violence comme étant un indicateur du niveau de désaffiliation de la société. De désaffiliation de la société. Oui, en clair, un mot compliqué qui veut dire quelque chose de très simple. En fait, plus on attaque la cohésion d'une société, plus on attaque les liens, c'est-à-dire le culturel, les choses qui font référence, ben, plus on éloigne les atomes, et donc forcément, qui dit éloigner les atomes, dit effectivement les gens n'ont pas de lien, et s'ils n'ont pas de lien d'appartenance, eh ben, ils sont libres comme des électrons libres. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'on récolte ce qui a été semé par le passé. Par le passé, mais par qui et de quel passé parle-t-on? Il y a deux passés sur lesquels on soit au clair. Il y a effectivement l'héritage de la période de la plantocratie, donc c'est-à-dire esclavage plus monde rural dans lequel on a grandi, biculture, canne-banane et tout ce qui s'ensuit. Il y a ce monde-là et il y a le monde. La deuxième partie de la violence, elle est liée simplement à la départementalisation puisqu'elle n'a pas été posée pour les bonnes raisons. Et donc forcément, lorsque vous essayez de faire rentrer quelque chose de triangle dans un carré, ça peut marcher. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au lieu que tout ce qui faisait déjà société chez nous, c'est-à-dire on est plusieurs peuples déportés sur le même territoire, on a déjà commencé à faire lien social, c'est-à-dire à faire société. Avec la départementalisation, on prend une autre référence qui est celle du droit français et donc forcément, naturellement, on s'inscrit dans la notion d'étranger. Et si je parle de la notion d'étranger, c'est assez bizarre, mais on a fini par devenir schizophrène. C'est-à-dire que lorsque ça nous arrange, on est rattaché à la France et à l'Europe, dans notre manière de penser. Lorsque ça nous dérange, ce sont nos frères de la Caraïbe. Sauf qu'on a oublié un détail, c'est que nous sommes positionnés dans la Caraïbe. Et donc forcément, si on commence à oublier ses origines, à la fois du fait de notre histoire, mais aussi du fait de notre situation géographique, forcément, c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de vouloir vivre ensemble. Et de vouloir vivre ensemble, c'est de partager un objectif de vie commun. Et le seul qui fait sens
et j'espère qu'avec les échanges, Harry me rejoindra, c'est le travail. Or, c'est la première chose qu'on a attaquée dans cette société. Souvenez-vous. Lorsqu'on dit, c'est la première chose qu'on a attaquée dans cette société, ce on parle de qui? Ce on, c'est les politiques sociales, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Lorsque la valeur travail a été substituée par justement les politiques sociales, c'est-à-dire que on est passé d'un concept purement imaginaire qui est la France est un pays riche. Bon, ça fait longtemps qu'on ment aux gens, mais bon, la réalité nous rattrape. Mais la majorité dit que la France est un pays riche et que la France, de toute façon, va nous garder. La France nous aime, la France ne peut pas nous laisser tomber, etc. Donc on entend bien les choses, hein. Madame Boissé, la France c'est un pays à cocagne. Donc en fait, il ne peut pas nous garantir. Un pays, hein? À cocagne. C'est-à-dire? C'est un pays qui vit au-dessus de ses moyens, qui vit des ressources des autres. Un peu comme nous. De quels autres? Ben, de toutes les autres territoires qu'elle a annexés de par son histoire et sur lesquels elle a puisé les ressources. En fait, on prend un exemple qui est simple. Souvent, les gens disent effectivement que la France est la deuxième puissance maritime. Grâce à qui? L'Océanie, nous. La France, dans son petit territoire continental, ne gère quoi que ce soit, hein. Même pas la gestion de la Méditerranée. On est d'accord? Donc, lorsqu'on reste simplement sur un côté purement géopolitique, on s'en rend bien compte, et c'est peut-être ça la difficulté du grand public, c'est qu'on n'est plus, alors on ne va pas aborder le sujet ce soir, mais je le dis quand même, comme on n'est plus dans une presse d'information, mais dans une presse d'opinion, ben, en fait, au fil des années, on a déconstruit l'intelligence populaire et les gens savent de moins en moins de choses comparativement aux anciennes générations. Oui, mais quand on regarde tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, les gens ont le sentiment, justement, de connaître plus de choses et de maîtriser plus de choses aussi. Il y a un ami de la famille qui va se reconnaître lorsque je vais dire ça. Depuis petit, il me répète cette phrase. C'est un ami de mon père. Et il me dit, lorsque tu veux qu'une information reste secrète, tu le mets dans un livre, puisque c'est la dernière chose à laquelle on penserait. Nous n'avons pas cette culture de lire. Nous ne l'avons plus. Parce qu'effectivement, nous pensons que la modernité, c'est tout ce qui est dématérialisé. Mais l'avantage du livre, c'est qu'on avait une garantie, à peu près, à minima, de l'origine des informations. Mais aujourd'hui, je prends un exemple. Cet après-midi, j'étais mort de rire. Je regardais une vidéo sur des véganes où une dame disait, et pourtant elle est professeure d'université, et elle disait effectivement que les populations premières ne mangeaient pas de viande, mais vivaient de la cueillette. Et donc forcément l'élève lui a dit, mais pourquoi ils ont créé des lances alors? C'est pour cueillir, lancer après les baies. Non, il y a une difficulté sur les supports de transmission d'informations qui est celle de la vérification des faits. On en sait moins aujourd'hui, tout simplement parce que nous n'avons plus cette rigueur méthodologique. Et c'est une forme de violence sur les gens parce que la dernière fois, j'oublie son nom d'artiste. C'est pas ça, non, c'est Man. Man, ton invité. Manalma. Paco Manalma. Paco disait quelque chose qui est vrai, qui disait en fait aujourd'hui on a tellement déshumanisé les gens par le jeu de l'école, c'est-à-dire ils en savent moins et c'est pas de la faute des gens. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très concret. Tu décides de te marier avec un gars du Puy-de-Dôme, d'accord? Vous vivez en France. Tu vas venir ici. Ton mari sera accepté parce que nous avons cette culture-là, puisque nous sommes un patchwork de groupes ethniques. Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu iras dans le village originel de ton mari, que tu seras accepté. Et ce n'est pas la faute des gens, c'est simplement depuis des années et des années et des années où il y a deux niveaux d'histoire. Une histoire qui est diffusée dans les territoires, les nôtres, et une histoire qui n'est jamais diffusée en France. Et donc ce n'est pas la faute des gens s'ils ne savent pas. Moi, je vois souvent à l'université, les gens nous mettent à côté de l'Afrique. Bon, après, je souris. Je me dis, quand même, faut que les gens fassent un petit effort. À la rigueur, me mettre à côté des Canaries, un petit peu avant de traverser. Oui, c'est plus haut et puis ça me permet de faire un stop en avion.
Mais lorsqu'on me met du côté de la Réunion, ça me pose un problème. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, nous avons une difficulté à nous situer parce que il n'y a pas cette identification des territoires dits français de l'Océanie. Et donc ça aussi, c'est une violence. Mais même pour nos étudiants, souvent, lorsqu'ils reviennent pour leur première année, ils sont surpris d'aller dans le bureau des étrangers. Et je leur dis non, ce n'est pas le bureau des étrangers, c'est le bureau des académies étrangères. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai que sur la porte, c'est marqué bureau des étrangers. Et eux, ils le prennent à pleine face en se disant oui, mais on est des Français de seconde zone. Je dis mais ce n'est pas une nouveauté. C'est l'illusion que vous avez ici. Mais lorsque vous revenez sur le territoire de la personne, il va falloir que vous vous adaptiez. Et il va falloir effectivement que vous vous inscriviez. Donc, les formes de violence, elles sont diffuses, mais elles sont bien présentes. Mais c'est ce qui fait le substrat d'une vie. Harry et moi, on est lorsqu'on échange, justement, la dernière fois, je disais, il faut qu'on soit d'accord sur nos désaccords, mais être en désaccord avec quelqu'un, c'est une forme de violence verbale, mais ce n'est pas une forme de violence physique. Mais l'opposition, ce n'est pas d'être effectivement dans une forme de compromission non plus. Ça aussi, c'est une violence. Ça aussi, c'est une violence. Mais oui, la compromission. Si on est en compromission, rien n'avance. Hein? Alors, lorsque les gens disent, ouais, mais ni trop de violence en Guadeloupe, faut arrêter la violence. Les gens mais qui produit la violence? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui produisons la violence. Lorsque tu sors de chez toi, que tu vois un trou, tu ne le signales pas. Tu l'as vu, mais lorsque Sam va sortir de chez lui, il ne sait pas qu'il y a ce trou. Il va entrer d'un gars font accident. Derrière, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une conséquence, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'en final de compte, tu as 3 grandes violences que nous maîtrisons. C'est la violence institutionnelle. Lorsque les impôts t'écrivent, et c'est normal, tu es obligé de leur répondre. Et madame, voici, voilà, ou quoi douer nous tant. Si les impôts doivent envoyer un chèque, c'est un peu exceptionnel. Ça veut dire que vraiment, vraiment, vraiment... Et là, c'est vrai qu'ils ont toute une série de formules de politesse pour te dire qu'il y a une erreur, machin, trop perçu. Il te fait en avoir. Première violence, c'est la violence institutionnelle. La violence institutionnelle, c'est quoi aussi? C'est l'aéroport. C'est l'aéroport qui décide quand est-ce que tu voyages et quand est-ce que tu ne voyages pas. Et je parle à côté d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire même s'il a une réunion demain à 15h, ça ne dépend pas de lui. Et ça dépend effectivement de l'aéroport. Et si le gars décide effectivement que son avion ne décolle pas et que tu es mêlé, ça m'est arrivé une fois en Martinique, où je devais prendre un avion pour pouvoir faire une conférence, et puis à la dernière minute, les gens ont annulé. Je crois que comme ça, ils ont dit oui, c'est annulé. C'est annulé, c'est annulé. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars à la nage? La première la violence, elle est institutionnelle. La deuxième, elle est familiale. Nos familles sont des lieux de solidarité, mais ce sont dans les lieux de feng shui aussi. Eh bien oui. Et la troisième violence, elle est liée à notre société, les règles de vie. Ta liberté se limite à ma capacité de nuire à ta tranquillité. Parce que si on décide d'écouter un Bob Marley à 1h du matin, on vit dans une résidence, la seule alternative que tu as, c'est d'appeler la gendarmerie, si tu es en chambre de gendarmerie, ou la police, si tu es en zone police, pour dire que je fais du tapage nocturne. Moi, en attendant, j'allais vers où? C'est un indicateur. Harry. Alors, la rencontre m'a posé un problème sérieux. Il a balayé très très large le problème et en définitive, je ne sais pas comment prendre des petits bouts. Il faudrait que je prenne des petits bouts pour discuter et répondre à chaque petit bout. Mais je vais dire une chose qui est... Laissez-moi un petit bout. Oui, parce que... Non, mais je vais dire... Alors, un moment, quand il a commencé, il m'a fait penser à une chose, l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, une fille de 12 ans qui a pris son couteau pour le prof, etc. Et vous savez, alors, justement, quand il parlait tout à l'heure, parce que moi, ça m'interpellait. J'ai dit, mais finalement, la violence, actuellement, ce n'est pas un débat guadeloupéen, c'est un débat complet. Mais en même temps, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, moins de 48 heures, qu'on nous disait clairement, il y a 7 fois plus de violence qu'ici qu'en moyenne nationale française. Oui. Bon, alors, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est extraordinaire. On aime faire des comparaisons qu'en mathématiques, je ne comprends pas. On compare 380 000 personnes avec 66 millions et on met dans un rapport ratio. Oui. Je dis, prenez-moi des ensembles de 380 000 en France et je suis sûr que vous trouvez des zones où il y a le même taux de violence. À contrainte égale. Ah non, mais attends, là, je ne parle pas encore de la contrainte. Il y a le même taux de violence, je suis sûr. Alors maintenant, pourquoi? Et quelles sont ces zones? Si vous interrogez certaines personnes, on va vous répondre quoi? Mais c'est les zones où il y a des immigrés.
C'est ce qu'on va vous répondre. Alors, la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que là où il y a le plus de violence en France, il y a des immigrés? Je suis sûr qu'à 90%, même les immigrés risquent de répondre, on l'entend tellement. Donc, on est tous convaincus que là où ça ne marche pas en France, Marseille, c'est là où il y a les immigrés, etc. Paris, c'est au niveau du 93, ceci, cela. Lyon. Donc, on est presque tous convaincus que c'est là où il y a des immigrés en France qu'il y a de la violence. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'on rapproche le taux ici. Alors, je me dis, merde, donc on est des immigrés. Je me dis, mais il y a un problème. S'il y a le même taux ici, je comprends alors, c'est les immigrés qui font la violence en France. On a le même taux de violence ici, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, nous vivons l'environnement général, nous vivons l'environnement universel actuel de la même manière que l'immigré qui est en France. Donc ça veut dire que nous sommes immigrés chez nous. Oui. J'ai un problème, ça ne devrait jamais exister cette situation. On ne devrait jamais se retrouver dans une situation à être un immigré chez nous. Et la démonstration de Raymond, et c'est ça qui est amusant, toute la première partie de la démonstration, c'est ça. Oui. Dit, quelque part, on n'est pas normal, on n'est pas dans une situation normale chez nous, on est immigré. Donc, de ça découle tous les problèmes qu'on aurait à ce moment-là, en faisant cette comparaison en France. Alors, ça, c'est un premier aspect. Donc, ça veut dire, mais en tout cas, alors ça veut dire, parce qu'on revient, alors donc ça veut dire cette violence se pose dans tous les pays, ça dépend de l'environnement et de la gestion institutionnelle des gens. Oui. Ça veut dire que la violence développée chez les immigrants en France est liée peut-être aux mœurs et comportements français. En France, vis-à-vis des immigrés. Alors ce serait intéressant de faire la comparaison par rapport à l'Angleterre où on sait que la gestion anglaise des immigrés n'est pas la même qu'en France. Tout autre. Donc il faut faire une analyse comparative. Est-ce qu'on a la même violence en Angleterre? Oui. Et ça, ce serait intéressant. Il y a plein de questions. Depuis le problème qu'on est entré dans le grand débat de violence, il y a plein de questions que je me pose. Bon, mais alors, vu que je dis, il a balayé large. Hein. Alors, ensuite, alors, quant à la violence institutionnelle, j'étais surpris mais content. Je me suis dit, tiens, les Guadeloupéens bougent quand même. Parce que ça fait un certain temps que j'ai du mal à comprendre que des gens vont à 2h du matin devant les impôts payer des impôts. Ah, oui. Bon, alors je me dis, mais attends, on marche sur la tête. Les impôts, c'est là où on apporte l'argent pour l'État. Je me dis, il faut se lever à 2h du matin, faire la queue. Je subis, et je ne parlais pas de moi là-dessus, mais je vous dis, mon cauchemar depuis 2 ans, c'est les impôts. C'est pas que j'ai rien contre les impôts, c'est la façon dont ça fonctionne. Je n'ai personne et on me prend de l'argent à tort et à travers. Je n'arrive jamais à savoir pourquoi on fait des ateliers sous mes comptes. Je subis, mais j'ai pas l'impression que je suis visé. Et en même temps, je me dis, c'est peut-être pas ça, c'est que tout est mal organisé. Mais en tout cas, je le subis, et je le subis lourdement. Les ATD tout le temps, ça me coûte 120 € à chaque fois à la banque. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de complicité aujourd'hui entre l'État et les institutions bancaires pour piller les poches des gens. Quand l'État fait un ATD pour un oui ou un non, si vous gagnez 1200 francs par mois, mais ça vous prend 100 € déjà en frais. Vous imaginez ce que ça représente pour quelqu'un qui a 1200 francs? Je me l'imagine à chaque fois. Enfin, je veux dire 120 €, pardon. Non. 1200 €. Oui, 1200 €. Vous imaginez qu'on fait un ATD pour, je sais pas, parce que tout le monde est à la taxe foncière. Quand on avait nos grands-parents, il y avait des taxes qui n'existaient pas pour les gens à l'époque. Parce que chacun se débrouillait, il y avait des taxes qui n'existaient pas. Bon, le monde a évolué, il y a des taxes. Taxes foncières, c'est comme mon grand-père a payé ça très cher. Avant de mourir, j'oublierai jamais. Les petites économies du pauvre, la première fois qu'il avait fait de bonnes économies avec les pensions que je lui donnais, et ça me faisait plaisir, il était content, il avait ses économies. Un jour, je l'ai vu triste, on avait tout pillé. Pourquoi taxes foncières sur 10 ans? Ce qui était illégal. L'État n'a pas le droit de remonter à plus de 4 ans. Ouais. Ils ont pris tout. Sur 10 ans. Ça a gâché. J'ai vu ça. Ah, ça m'avait fait de la peine de voir ça. J'ai dit que je retenais l'argent. Parce qu'il était malheureux. Sa petite économie. Il m'a dit, tu vois, je gaspillais parce que tu me donnais. J'ai économisé ça. Ils ont tout pris. Eh bien, ça, c'est une violence. J'ai considéré ça comme la pire des violences que j'ai vues. Faire ça à quelqu'un à 85-90 ans. Mais aujourd'hui, des gens se trouvaient devant les impôts à 2h du matin. Je veux dire, c'est pas possible. Comment un pays peut accepter ça? Ces choses-là, additionnées, ont créé les Gilets jaunes en France. Tout le monde a fait semblant de ne pas comprendre. Les Gilets jaunes ont été une vraie révolution individuelle rassemblée. Des gens, chacun a mis sa souffrance dans le rond-point du samedi. Et j'ai souvent parlé des Gilets jaunes et j'ai toujours eu le sentiment qu'on n'a pas bien cerné les Gilets jaunes. Ça aurait pu renverser le système politique français. Le Covid a sauvé le système français. Oui. Mais les Gilets jaunes, pour moi, pourraient créer la révolution qui a eu lieu en 89. Parce que c'était un ras-le-bol de gens qui en avaient marre de système. Ce qui m'inquiète, on ne lit pas les choses. Un individu en France récemment
qui est un artisan, reçoit 2 personnes des impôts chez lui, qu'il reçoit souvent. Là, il les a préparés, il s'est préparé à les recevoir. Il les a ficelés, attachés, il a torturé le mec devant la femme jusqu'à la mort. Et il s'est tué. Ça veut dire un type a accepté de mourir face à des contraintes administratives parce qu'il en avait marre. Moi, je serais président de la République. Je vous dirais, j'oublierais beaucoup de choses, mais je penserais beaucoup à ça. Oui. Je dirais, je dirige un État qui va mal et qui va très mal. Et c'est un indicateur. C'est un indicateur énorme. Quand on a amené un individu à ça, c'est dangereux. Eh bien, imaginez tous les Européens qui se trouvent à 2h du matin là. Ça vous aurait étonné qu'en sortant de là, ils finissent par balancer un coup de couteau à quelqu'un? Mais quand vous avez fait ça à 2h du matin, et vous avez fait ça 3-4 jours, vous êtes un individu normal? Pour aller payer ou ou alors pour aller dire vous avez pris mon argent à tort parce que vous n'aviez pas le droit. Et ça, je peux vous dire, ça arrive tout le temps. Je vous dis, je le vis en permanence. Je ne suis pas le meilleur contribuable, mais je constate. Et quand je vis des choses, j'essaie d'imaginer pour les autres. Parce que je ne suis pas le plus démuni, le plus mal foutu. Pourtant, je me dis, quand je vois comment je le subis et comment je le vis, je me dis, mais comment les autres, qui en plus n'ont pas les moyens de répondre? Parce que moi, à la rigueur, je peux répondre, ou je peux ne pas... Je ne dis pas, je ne mangerai pas demain à cause de ça. Mais celui qui a fait son budget, et on passe son prend dedans, et ça met en cause le fait qu'il puisse donner à manger à ses enfants, je me dis, mais il y a de quoi se prendre la tête. Mais je vous dirais qu'aujourd'hui, le type qui exerce de la violence d'une forme ou une autre, je pense qu'il faudrait souvent chercher longtemps pour comprendre. Parce que je pense que lui-même, des fois, il ne sait même pas pourquoi il est violent. Voilà. Il ne sait pas qu'il est en train d'exprimer quelque chose. Qu'il subit, qu'il prend et qu'il encaisse, mais qu'il ne localise même plus. Un jour, il dit, il en a marre, quoi. Et il explose. Comme ce type qui, un jour, a pris, a torturé un gars, il l'a torturé à mort et après, il se tue. Il se tue. Le gars se tue pour une histoire administrative. Je pense qu'on a oublié qu'il y a un monde qui est fait pour les hommes, pour l'homme, pour le bien-être de l'homme. On est parti dans des dérives extraordinaires. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le mythe de l'argent, le truc, l'objectif, on a mis objectif argent. L'objectif n'est pas la qualité de vie. L'objectif n'est pas le bien-être. L'objectif n'est pas... Non, on est dans une course de fric pour le fric. On a créé ça et on est parti à tort et à travers. Je vous dirais, avant de finir, n'oubliez pas que De Gaulle, qui a été l'homme dont tout le monde se vante d'être gaulliste en France, l'homme qui a été contesté dans les années 66, sérieusement, je me souviens, j'ai entendu un discours de Gaulle qui a été censuré à l'époque, qui est resté dans ce qu'ils appellent l'enfer. Un organisme où on garde les choses qu'on ne veut pas avouer. Oui. On ne veut pas qu'ils se sachent. Mais De Gaulle a dit, et ça m'a surpris, De Gaulle a dit, le communisme, c'est pas ma tasse de thé, en quelque sorte. C'est pas l'idéal, à mon avis. Mais il a dit, le capitalisme, je ne pense pas non plus que ça soit l'idéal pour l'humanité, parce que je trouve un peu bizarre, et quand tu as parlé du travail, qu'on considère que le résultat, le fruit du travail, ne va qu'au capital et ne va pas au travail. Oui. De Gaulle a dit ça. J'étais très surpris d'entendre ça il n'y a pas longtemps. Voilà, mais on va se faire violence puisque c'est très très intéressant, mais nous devons marquer une courte pause et ensuite je reviens avec vous et ça sera la parole à Samuel qui nous a rejoint depuis un moment maintenant. À tout de suite. Voilà, c'est reparti et c'est vrai que il y a aussi la mi-temps, comme on dit, puisque quand il y a la page de publicité, on continue le débat. Donc, ça sera l'occasion pour Samuel de reprendre ce qu'il était en train de dire concernant la violence. Non, enfin, c'était alors, en off. Je veux revenir un peu sur ce qu'on dit à Harry et Raymond. Ça n'allait pas être l'axe de mon intervention du tout, mais puisqu'on parle de violence institutionnelle, c'est qu'on la méconnaît. Elle est sourde, elle est insidieuse, elle est sournoise. Vous avez cette violence-là au quotidien. Vous savez, lorsque vous avez un outil de travail et que vous avez l'impression de travailler, de mettre toute votre énergie dans votre entreprise et subir ces ATD-là, qui parfois ne sont juste pas justifiés parce que ça aurait pu être traité autrement. Puisque, en fait, l'État, les services de l'État, il semble que vous soyez... parce que vous avez des gens à payer derrière. Ce n'est pas vous que ça met en difficulté uniquement. Vous avez des fournisseurs, vous avez du personnel, vous vous réveillez un matin et vous avez des ATD. Mais parfois, vous devez faire
pendant 2 ou 3 mois des démarches pour être remboursé, avoir une main levée, si vous justifiez que cet ATD-là n'était pas dû. Mais en attendant, votre entreprise, personne ne vous dit ce que vous subissez pendant ces 3 mois-là, qui sont des 3 mois atroces. Puisque vous arrivez à un stade où, c'est vrai que le président de la République, durant la période de la pandémie, a dit quoi qu'il en coûte. Mais c'est vrai, c'était pas quoi qu'il en coûte à lui et à l'État, c'était quoi qu'il en coûte aux contribuables que nous sommes. Puisque vous avez des entreprises, c'est vrai qu'on a mis de l'argent pour pouvoir aider le chômage partiel et tout ça, mais tout le monde savait qu'après cette période-là, on allait nettoyer le compte des entreprises. Et vous avez même parfois, aujourd'hui, des personnes qui sont spécialisées dans ce nettoyage-là et qui viennent et qui vous surprennent tous les jours, comme si vous étiez un voleur dans votre entreprise et que vous n'aviez pas le droit, mais même quand vous devez aller prouver que vous ne devez pas de l'argent. Sauf que vous n'avez plus aucun rapport humain avec ces personnes-là. Parfois, vous n'arrivez pas à les joindre par mail, parfois, vous n'arrivez pas à les joindre au téléphone et vous avez vos comptes bloqués. Donc, quand vous subissez ça, et j'aime parler de contrat social, le contrat social, c'est quelque part la reproduction. Tous les enfants qui parfois voient leurs parents subir un certain nombre de choses, ça convoque une certaine violence chez eux. Parce que l'enfant, quoi, il arrive, il a une vigueur, il a une jeunesse, il se dit, moi, j'ai pas envie de vivre ce que vivent mes parents là. Donc, je vais m'arranger pour que ça ne m'arrive pas. Or, on est surpris après de la réaction de ces jeunes-là. La semaine dernière, j'ai parlé de l'habitat, je reviendrai dessus. Personne ne me sortira de la tête que l'habitat social, tel qu'il est conçu en Guadeloupe, crée de la violence. C'est un moteur, c'est une locomotive de violence, parce que lorsque vous parquez les gens les uns sur les autres, sans aucun... Parfois, il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 brebis galeuses, là, pour pouvoir corrompre tout le reste de la troupe. Dans un climat tropical. Dans un climat tropical, parce que c'est des carrés fermés et parfois les espaces verts ne sont pas traités pour ça. Vous n'avez aucune chance d'avoir des enfants normaux. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont voilà. Oui, mais il faut être fort pour sortir de là. Il faut être vraiment balèze parce que même avant, lorsque les parents n'avaient pas les moyens, mais ils étaient dans une petite case en bois, il y avait une petite cour. Enfin, il y avait une vie sociale où le voisin voyait. En fait, si vous voulez, même celui qui était, j'ai envie de dire, le délinquant du quartier était isolé. Aujourd'hui, le délinquant du quartier va être mis dans une barre où c'est lui qui va gérer la barre. Parce que c'est une question de force, c'est un rapport de force. Donc tous les jeunes qui vont naître là seront obligés de se soumettre à lui. C'est ça qu'on crée en Guadeloupe. Et les gens font comme s'ils ne le voient pas. Nos politiques, je ne sais pas comment ils pensent le pays, mais normalement, on ne devrait pas construire comme ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes de logement. C'est vrai il faut chercher un habitat beaucoup plus... qui correspond beaucoup plus à nos us et nos coutumes, au lieu de mettre des enfants dans cette catégorie de... en plus, les études de communauté, il n'y a aucune étude à parler de violence, mais la violence, c'est quelle communauté qui la commet? Est-ce que c'est parce qu'elle est la plus nombreuse ou est-ce qu'elle est la plus malheureuse, la plus misérable? C'est la question qu'on doit se poser. Donc on ne fait pas parler les chiffres là, parce que il y a une interdiction en France de dire qu'il y a une communauté noire, qu'il y a une communauté syrienne, mais ça serait intéressant pour ce genre de situation là d'aller voir pourquoi c'est plus dur dans une communauté, pourquoi il y a une communauté qui est de toutes les manières presque obligée de passer par les logements sociaux et pas d'autres. Donc ça veut dire que si on retrouve de la violence là, c'est qu'il y a vraiment un sujet. Oh, forcément. Donc ça veut dire que la violence, c'est une question aussi de communauté? C'est une question de moyens, c'est une question de cadre de vie, c'est une question d'éducation, c'est une question... Et après, lorsque ce n'est pas seulement aujourd'hui l'éducation qui prime, mais vous avez les réseaux sociaux qui s'en mêlent, forcément, ça fait un cocktail qui est vraiment un cocktail qui est dangereux. C'était comme si c'était de la nitroglycérine, c'est l'onde de choc. Mais personne ne voit ça, mais personne n'a envie de réparer ça. Alors, est-ce qu'un jeune, il est destiné, je ne sais pas pourquoi, personne n'a envie de... Le service de l'État, il faut demander ça. Vous avez des armes qui circulent dans un pays où les gens ne fabriquent pas d'armes dans ce pays-là. Il faut me dire comment les armes arrivent. On ne fabrique pas d'armes en Guadeloupe, à ce que je sache. Or, si on voulait vraiment lutter contre ce fléau-là, je pense qu'on aurait eu les moyens de lutter contre ce fléau-là. Et donc, c'est vrai qu'on peut avaler une boulette de cocaïne, mais par contre, on n'avale pas l'arme. Non. Le transport de l'arme est physique. Absolument, il est physique. La drogue circule de façon... Il y a des questions qu'il faut se poser. La violence n'est pas quelque chose... c'est pas un phénomène ex nihilo qui arrive comme ça. Non, mais non. C'est un construit social. Donc, vous êtes en train de dire que la violence est voulue
On est en train de dire, en tous les Tu cas... veux la deuxième version de... Oui, Voilà. je veux bien. On est ici pour dire les Je veux choses. m'inscrire dans ce que vient de dire Sam. En fait, il faut tenir compte d'une chose. Il y a une économie liée aux conséquences et à la représentation de la violence. En clair, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un sentiment d'insécurité sur un territoire. Parce que tu vas prendre des neuroleptiques, tu vas prendre des anxiolytiques. On va créer, Harry et moi, une entreprise d'alarme et de chiens et de gardiennage. Donc ça fait déjà 4 métiers, d'accord? Et lorsque tu regardes tous les dérivés de la violence, on va construire des prisons, on va donner du travail au SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation. On aura des surveillants, on va avoir des psychologues spécialisés dans la question de la réinsertion. On va avoir plein de métiers. Et d'ailleurs, on a vu depuis que la violence n'est plus conjoncturelle en Guadeloupe, mais structurelle, c'est-à-dire que ce qu'on vient de te dire là, lorsque tu mets un logement très loin de toute possibilité pour que les gens s'insèrent classiquement, lorsque tu avais un système de mobilité, tu l'as déconstruit et tu l'as remplacé par du vent, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Les gens vont s'inscrire dans ce qu'on appelle une économie de la survie. Et en fait, c'est lorsque je dis, c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser la violence, il y a 2 violences qui cohabitent en Guadeloupe tranquillement. Celle des nantis, parce que je te signale que les gens qui font les courses de voiture, les pièces de voiture coûtent cher. Et ce n'est pas chez moi qu'ils viennent l'acheter. D'accord? Déjà, premièrement. La deuxième, tu as une violence qui est liée à ce qu'on appelle une violence de rapinerie, c'est-à-dire que les gens volent pour manger. Mais ça, on l'a vu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça n'a pas été traité. Tu sais pourquoi? Parce que ça se déroulait en Sud-Basse-Terre. Tu avais des faits divers dans le journal que tu sais, que tu maîtrises. On coupait une cuisse sur un bœuf et on laissait le reste du cadavre. C'est arrivé en Grande Terre aussi, maintenant. C'est-à-dire que les gens viennent, ils savent qu'il y a 10 bœufs, ils vont passer, ils vont prendre rien, mais ils ne tuent pas le bœuf. Ils vont penser à bousin les. D'accord? Tu vas en Sud-Basse-Terre, les gens venaient récolter des ignames. Non, c'est toujours de la violence. C'est toujours de la violence. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire, c'est que oui, on a déplacé les gens. Et moi, je pourrais t'en parler. Les 20 dernières années, je pourrais te donner l'histoire de déplacement des populations. Comment quelqu'un qui a grandi à Grande-Rivière, Vieux Habitants, se retrouve à Goyave, l'Aiguille? Parce que les gens disent que l'Aiguille a explosé. Mais les gens ne se sont jamais posé la question, qui réside à l'Aiguille? C'est des populations qu'on a déplacées de secteur en secteur. Pourquoi à Capesterre, on a eu une explosion? On ne se pose jamais les bonnes questions. Lorsque les gens sont déplacés, ils ne sont pas traités, et je ne parle pas comme si c'était des objets, mais lorsque la situation sociale n'est pas traitée, puisque pour moi, le seul régulateur qui existe, c'est le travail. Or, c'est le seul sur lequel nous ne travaillons pas. On a mis en place le RMI, on a mis en place un certain nombre de choses, mais même dans le RMI, on a mis le RM en Guadeloupe, on n'a pas mis le I. Et la question qui se pose aujourd'hui, et lorsque je te dis que l'État a tout intérêt qu'il y ait ce système de désaffiliation, comment tu expliques que nous ayons toutes les difficultés du monde à pouvoir stabiliser la formation chez nous? Sur les 20 dernières années, quelles sont les formations qui ont primé? Ce que j'appelle la formation d'hélicoptère, c'est-à-dire des broussailleuses, c'était ce qui était à la mode. Pour les filles, on leur demandait effectivement de faire tout ce qui était secrétariat et autres. Tu ne bases pas le devenir d'un pays sur des choses. Pire, aujourd'hui, l'insertion et la formation sur ce territoire est le fait du RSMA. Institution que j'apprécie parce qu'effectivement, ça fait des bonnes choses, mais l'unique espace de formation ne peut pas être le RSMA, en plus en lien avec l'école de la deuxième chance. Donc il faut qu'on soit sérieux. Mais le problème, c'est que personne ne regarde la systémie des choses. Alors les gens viennent, ils font venir un spécialiste, oui, nanani, nanana. Et ce qu'Harry a dit la dernière fois est vrai. Il y a le niveau de violence aujourd'hui est moindre sur nos territoires. Ce qui a augmenté, c'est notre intolérance à la violence. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous protéger de cette violence. Mais nous sommes aussi tous acteurs de cette violence. À commencer par nos frères enseignants qui ne font pas leur travail. Puisque je ne veux pas y travailler ni Marie-Galante, ni en Sud-Basse-Terre, ni en Nord-Grande-Terre. Moi, je n'ai pas de combiner avec les gens. Hein. Si on veut parler de la violence, on parle de tous les acteurs. Nous allons commencer par yo. Deuxièmement, les gens qui disent toujours qu'ils se battent pour les scolaires. Comment vous expliquez que chaque année, à la même époque, on veut rénover, c'est-à-dire 2 jours avant l'école ouverte? Il faut qu'on m'explique.
Comment expliquer qu'effectivement, encore aujourd'hui, la question de l'eau se pose de manière aussi prégnante, alors qu'on sait pertinemment que l'avenir d'une société, c'est sa jeunesse. Comment un enfant en Guadeloupe, à moins d'heures, déjà en temps ordinaire, avec l'absence liée au non-remplacement des enseignants, parce que là aussi, on a nos frères qui sont spécialistes de ça, parce qu'on dit toujours que c'est la faute de l'autre. Allons creuser l'aspect... Creuser l'abcès. Chez nous, d'accord? Lorsque tu fais, effectivement, la personne passe son concours ici, tu l'envoies en France, c'est une forme de violence. Moi, je regarde simplement, j'avais fait une mission en Guyane, où je vais à Caux, et j'entends un accent marseillais. Je me dis, non, mais qu'est-ce qu'un Marseillais est venu faire jusqu'à Caux? Et en fait, non. L'enseignante est marseillaise, elle est venue là, donc elle a transmis l'accent aux gamins. Classe de maternelle. Mais oui, puisque... Et donc, toi, tu te dis, mais... Oui, tu te dis, mais c'est quoi cet accent? Et en final de compte, tu vois, la vraie question qu'il faut qu'on se pose, est-ce qu'on est toujours avec bienveillance pour les populations? C'est pour ça que je dis que la violence n'est pas ce qu'on croit. Et la violence routière, on pourra en parler, la violence routière. Comment vous expliquer qu'on veuille développer l'économie dans un pays? La première règle sur un territoire, c'est la circulation libre des biens et des personnes. On a créé des ronds-points. Je ne sais pas quelle est la personne. Est-ce qu'il y a un business autour des ronds-points? Mais lorsque vous empêchez les gens de circuler, naturellement, vous empêchez l'économie de se développer. Parce que s'il faut que je parte 3 heures pour faire une réunion, je suis désolé. Je peux juste revenir dans le droit fil de ce que tu dis. Il me semble que dans un pays, les problématiques du transport sont prégnantes. On ne peut pas, un jeune qui commence à travailler ici, qui gagne le SMIC, est forcé de s'acheter un véhicule dès son première tâche, dès son premier mois, pour pouvoir... Ce jeune-là, du coup, il ne peut rien faire de son salaire. Voilà, tous ces projets, mais juste parce qu'il n'y a pas de transport. Le jeune ne peut pas, s'il veut aller voir un copain à Bastère, à Capestin un dimanche après-midi, il ne peut pas s'y rendre. Ça, on voit quand même dans tous les pays développés, vous avez des moyens de transport public organisés. Ça fait des années qu'on en parle, ce n'est pas normal qu'on en soit encore à ce stade-là ici. Et toutes ces choses-là contribuent à la violence, parce qu'il va s'acheter une moto, parce qu'il voudra... C'est tout ce qui contribue à la violence. Ce sont des éléments qui, à partir du moment où vous êtes dans une société qui n'est pas organisée, eh bien forcément ça explose. Je prends un exemple qui est simple. Les jeunes aujourd'hui sont très attirés par les métiers de l'événementiel. Beaucoup de jeunes. Faire des événements, ça plaît parce que, je vous donne un exemple, les plus gros événements en Guadeloupe ne sont pas ceux que font les institutions, ne sont pas ceux que font les institutions, mais comme la Carifest, la Holdéine, enfin, ce sont des choses. Attention, ce sont des événements qui ont aujourd'hui valeur touristique. Oui. C'est-à-dire, quand ces événements-là se font, durant ce mois-là, mais ce sont tous les acteurs qui travaillent, les hôtels. L'année dernière, je me souviens, enfin cette année-ci, vous allez, aucun véhicule n'est disponible. Les gens louaient des fourgons pour aller à Orléans. Et je me souviens d'une intervention de Mme Carabin, parce que parfois, une fois, il y avait le sous-préfet pour des raisons de sécurité qui voulait interdire la manifestation. Elle est intervenue personnellement pour dire attention, c'est quelque chose qui dope l'économie de ma ville. Donc ça a valeur, ce sont des produits économiques touristiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez empêcher un jeune qui veut, parce que c'est nous qui plaçons les jeunes dans les métiers d'insertion, c'est l'espace vert, enfin, ramassage d'eau, enfin, tous les métiers qu'ils ne veulent pas faire, qu'ils ne veulent plus faire. Et pourquoi c'est normal? Tout le monde ne peut pas être dans l'espace vert. Il y a des jeunes qui ont bac plus 1, ou même pas le bac, mais qui sont des jeunes très intéressants qui ont envie d'organiser. Que fait-on? Mais forcément, les dispositifs au niveau de la DRAC empêchent à ces jeunes-là d'avoir une licence d'organisateur de spectacle parce que c'est bac plus 2. Oui. Ça n'a aucun sens. Il suffit que ces jeunes-là soient des assistants de professionnels qui sont déjà en place et il n'a pas point de besoin de bac plus 2 pour organiser un événement et comprendre comment les choses fonctionnent. Parce qu'il y a des bords de haute production, il y a un certain nombre de choses, il y a une marche à suivre et il doit y avoir des stages chez les chefs d'entreprise qui font ça. Mais pour un patron multinational, on ne demande pas d'avoir un bac. Voilà, on ne demande pas. Il y a des gens qui n'ont pas donc aujourd'hui, de grosses entreprises. Qui n'ont pas il y en a plein. Voilà. Ça veut dire bac quoi? Le grand patron de Bouygues, Martin Bouygues, a fait bac plus 6 mois à Dauphine. Voilà.
Et dirige la plus grosse boîte française et la plus grosse télévision française. Voilà. Avec un bac plus 6 mois à Dauphine. Mais aujourd'hui, un jeune veut en Guadeloupe monter une entreprise événementielle, il faut qu'il aille à la DRAC et qu'il fasse, s'il veut être producteur de spectacle. Ça ne marche pas. Et on n'entend pas nos parlementaires parler de ça. De la même manière que... Mais c'est vrai, c'est un vrai frein. Donc qu'est-ce que le jeune fait? Eh bien, il va faire des manifestations sauvages. Et là... Alors que chaque année ou tous les 2 ans, tu as une expertise qui est payée sur le besoin en développement du territoire. Le document, il existe. Hein. Mais si. Eh ben, je sais pas si nos élus devraient pouvoir avoir ce document-là. Ils l'ont. Et le renseigner. On n'a plus les pointillés. Enfin, honnêtement, il y a ça. Il y a aussi le problème de là, c'est un jeune qui veut aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'à New York, ils ont fait cette expérience-là. Donc, il y a le benchmarking qui existe. Il y a des précédents. Un moment, il y avait une violence tellement importante à New York que le maire s'est dit comment je vais régler la situation. Eureka, il s'est dit mais c'est avec des jeunes qui sont violents que je vais régler la violence. Donc il a créé les Angel Guards. Et ça a été une réussite parce que c'est un Angel Guards qui était dans les transports et tout ça. Et quand les jeunes arrivaient, les jeunes voyaient ces gens-là, et bien, tout se passait bien. Puisqu'ils avaient le même langage, ils avaient la même façon de... Donc rien ne se passait parce que l'autre, quelque part, le fait de lui donner ce poste-là, il avait changé, il était déjà venu. Vous savez, lorsque vous avez... Alors, est-ce que c'est pas un peu ce que Harry Chalus a fait à Bemao? Attends, non, 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 Des jeunes... Non, je parle de jeunes dans la sécu. Je parle des jeunes dans la sécu. Pardon? Je parle des jeunes dans la sécurité. J'ai perdu ce que j'allais... Tu es intervenu, j'allais dire quelque chose. Non, mais... Tu disais effectivement le fait que ce soit des personnes qui ont le même langage, qui ont déjà un parcours de vie et qui peut les renseigner sur le fait de cette voie que tu utilises, voilà où ça va. Souvent, la violence est due au fait d'avoir l'impression de n'appartenir à aucun groupe. Ça. Lorsqu'on se sent isolé, forcément, on est appelé à être violent. Parce que vous n'avez aucune raison d'exister puisque vous n'appartenez à aucun groupe. Et regardez bien, et on en a parlé tout à l'heure pour les entreprises, je vous prends un exemple. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Il n'y aurait pas les chambres consulaires qui existent pour un peu tasser, calmer les ardeurs, mais ces gens-là seraient dans la rue en permanence. On ne connaît pas la misère des artisans. Non. On ne connaît pas la misère des commerçants, on ne connaît pas la misère des agriculteurs. Pourtant, c'est des gens que vous n'entendez jamais, parce que ce sont des gens qui se réfrènent, qui s'empêchent. Ce sont des gens qui sont très... Ils ont même une certaine pudeur. Voilà, mais c'est ça, c'est la culture. C'est la culture. Voilà. Que les gens ne pleurent pas leur misère. Et ici, c'est quelque chose qui bloque tout. Voilà. Les gens n'osent pas pleurer leur misère. Et on croit que ça va. Donc ils sont toujours... Ils veulent toujours qu'ils donnent l'impression que tout va bien. Tout va bien. Alors que le type est dans la merde la plus totale. Dans la merde la plus totale. On lui prend tout. On lui prend tout. Vous avez des artisans. Moi, j'étais administrateur à la chambre de métier. Ils ne le diront jamais. J'étais administrateur à la chambre de métier. Et il y avait des artisans qui venaient, mais ils étaient dans une situation pas possible. Mais lorsqu'ils venaient à la chambre de métier, notre rôle était effectivement de les guider, de leur enseigner un petit peu, de leur donner... Mais ces gens-là, parfois, ils repartaient sans aucune solution. Mais le fait de venir à la chambre des métiers, on leur disait que c'était la maison des artisans. Oui. Ils avaient l'impression que quand ils étaient venus là, leur problème était déjà réglé, or que rien n'avait été réglé. Parfois, c'est des gens qui avaient des problèmes de marché. Regardez aujourd'hui, les contraintes administratives d'un chef d'entreprise qui n'aurait pas les moyens humains d'avoir une secrétaire, d'avoir un comptable maison. Comment ça vous opprime parce que vous ne pouvez pas faire le métier pour lequel vous êtes formé. Vous faites de l'administration en permanence. Par contre, cette administration-là ne doit pas prendre du retard. Non, l'alias, c'est l'alias. L'alias, c'est l'alias. Tu viens de toucher, à mon avis, ce qui plombe et qui va exploser ce pays-là, c'est cette anomalie qui est complète. Le pays de Guadeloupe, on dit que c'est un pays où il y a plein de sociétés qui ont 1 ou 2 salariés. Donc ça veut dire c'est basé sur de toutes petites unités. Oui. Eh bien, cet après-midi, j'étais en train de penser à ça à mon bureau. Je me dis, j'ai le sentiment depuis 3-4 ans, je ne suis plus ingénieur, je ne suis plus rien, je ne fais que des papiers administratifs. Je dis, mais il y a un problème, ça n'a pas de sens. Je n'arrive plus, je n'exerce plus de métier. Je fais des papiers pour l'État. Je contrôle des trucs pendant des heures à vérifier des trucs fiscaux. Alors, je dis, mais finalement, et pourtant, j'ai quand même des comptables, j'ai des trucs, mais je fais mon boulot de manager, de chef d'entreprise. Je gère mes trucs. On passe tout le temps à faire des papiers. Mais en plus, pourtant, je pense que je ne suis pas illettré quand même, mais je me vois sur les situations où, pour régler
On me demande une taxe pour logement vacant. Le truc est complètement bidon, il ne peut pas y avoir. Le logement n'est pas vacant, il est en construction. Il n'est pas vacant. On me demande une taxe. Donc ça n'a pas de sens. Je cherche depuis hier comment faire sur Internet pour dire que pour ne pas payer la taxe demain. Et pour le dire, c'est une connerie. Parce que moi, je refuse de payer qu'on me rembourse dans 3 mois. Je ne vois pas pourquoi je paye, on me rembourse dans 3 mois. Mais je cherche. Je suis sur l'ordinateur à chercher le truc. Je tourne en boucle. Parce que le truc est à circuit fermé. Il faut payer, on verra après. Oui. Mais je vais payer pourquoi? Ce n'est pas dû. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de taxe de logement vacant sur un logement qui est en construction. Ça n'a aucun sens. Mais comment on peut se tolérer des erreurs comme ça quand on est l'administration? Mais on fait ça tout le temps. Et aujourd'hui, je suis convaincu que 50% des gens vivent des situations de ce genre. Alors on leur demande 200, on leur demande 300, on leur demande 100 d'autres, suivant qui on est. Mais c'est inadmissible. Vous passez votre temps en défensive et vous n'arrivez plus à travailler. Alors le pauvre artisan qui a 2 salariés et le type doit suivre un chantier, le temps a besoin de tout son temps pour faire ses affaires. Il passe sur un truc, il est incompétent parce que ce n'est pas sa formation. Le gars, il est mon entrepreneur BTP, le gars, on lui demande de passer son temps à faire un administratif. Il peut joindre personne, il ne peut pas aller à l'administration, etc. Mais ce type-là pète les plombs. Moi-même, je vois que je ne suis pas loin de péter les plombs et je ne suis pas dans les mêmes conditions. Je me dis, mais comment il fait, ce type-là? Comment il fait? Chez ces gens-là, comment il fait, ce gars-là? C'est pas possible. Et c'est pour cela, parfois, parce qu'on parle encore de contrat social, que lorsque les jeunes voient ça, ils n'ont pas envie de nous suivre. Ils n'ont pas envie de faire comme nous. Et remarquez aujourd'hui, tous les sites proposent comment gagner de l'argent sans travailler. C'est devenu, voilà. C'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Comment prendre sa retraite à 30 ans? Vous n'avez que ces choses-là. Parce que le travail n'est plus une valeur sûre. Le travail n'assure plus le fait que vous puissiez manger et nourrir vos enfants. C'est ça le truc. Et c'est comme ça qu'on tue le travail. Et après, les gens ne comprennent pas qu'une société dérape. Donc je dis, je ne sais pas qui a intérêt à ce que ça fonctionne comme ça. Mais en tous les cas, je dis aujourd'hui qu'on va au-devant. Donc, on ne peut pas être dans un pays où on a 60 000 chômeurs, 7 fois plus de violence que dans le national et que ça n'interpelle personne. Par contre, vous avez les mêmes obligations au niveau de la loi, au niveau de la vous avez les mêmes obligations. Donc, on ne vous donne pas, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas, mais par contre, on vous demande les mêmes obligations qu'un entrepreneur français, alors que 80% de ces tissus économiques-là, ce sont des TPE. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais je me demande parfois comment ça tient. Parce qu'on aime à le dire, aucun département français ne tiendrait avec cette situation-là. Donc ça veut dire que les Guadeloupéens sont quand même des gens avec une certaine culture du non-dérapage. Mais nous verrons tout de suite ce que pensent les Guadeloupéens, puisque nous avons déjà des appels. Nous récupérons le premier. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, alors moi, ça fait environ 5-6 ans que je suis en Guadeloupe. Et bon, je salue déjà la qualité du débat. C'est la première fois que j'écoute l'émission. Je trouve que c'est bien. Alors moi, je voulais faire 3 constats. Alors, le premier, le monsieur qui a parlé des enseignants, là, je voudrais lui dire que c'est un métier assez difficile, qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des enseignants. Déjà que nous sommes victimes, on ne peut même pas faire un cours librement, sans parler de... Enfin, tout ce qui concerne la laïcité est de plus en plus remis en cause. Donc, s'il faut tout mettre sur le dos des enseignants, moi, je trouve ça un peu facile. Hein. J'ai l'impression que dès que ça va mal dans la société, ce sont les enseignants. Ce ne sont jamais les prêtres, ni les chefs d'entreprise. Ce n'était pas mon propos. Bon, d'accord, mais tant mieux. Alors, et puis, je continue. Le second constat, c'est que moi, j'ai l'impression que les Guadeloupéens ne s'aiment pas. J'ai l'impression, enfin, j'ai vu le racisme en France, j'ai vu des choses, mais j'ai l'impression qu'ici, les gens ne s'aiment pas, qu'on s'aime juste pour le carnaval, pour défiler, pour débouler. Même dans le carnaval, bon, je me suis rapproché un bon moment parce qu'on m'a invité. C'est toujours quelqu'un qui tape sur quelqu'un d'autre, c'est toujours, même à l'église, c'est toujours ça, là. J'ai l'impression que ce sont des gens qui ne s'aiment pas, qui ne se supportent pas. Ensuite, autre chose, c'est que vous parlez de jeunes sans définir ce que c'est qu'un jeune. Vous êtes des personnes peut-être de 60, je ne sais pas, 60 ans, mais j'ai l'impression qu'on ne donne pas leur chance aux jeunes, on parle de jeunes sans arrêt, mais lorsque je vois les infrastructures, ce qu'il y a pour les jeunes, on fait que dire le mot jeune dans sa bouche. Jeune, jeune, jeune. On fait que c'est un mot qui est à la mode, mais c'est juste des paroles en l'air. J'ai l'impression qu'on ne fait rien pour ces gens-là. Et puis, dernière chose, moi,
moi, l'impression que j'ai eue en arrivant en Guadeloupe, c'est que je n'étais plus en Guadeloupe. J'ai l'impression d'être à la Jamaïque, ou bien d'être plutôt à Kingston, ou bien, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'étais à Roseau, puisque je ne reconnais plus ce pays-là. J'ai l'impression que je ne comprends plus le petit Guadeloupéen. Moi, je m'attendais à entendre du zouk, du kassav, qu'on me parle de choses de... Mais là, je suis dans une sorte de bouillon. Je ne sais pas depuis quand le bouillon est guadeloupéen. J'ai l'impression, je regarde les gens, je ne reconnais plus. Je me dis, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis dans une île anglaise? Où est-ce que je suis? Je suis perdu. Lorsque je passe à Pointe-à-Pitre, je me demande, mais où suis-je? Donc, lorsque je parle de jeunes, lorsque vous parlez de jeunes, est-ce que ce sont les jeunes Guadeloupéens réellement dont vous parlez? Ou alors, est-ce que les jeunes Guadeloupéens sont réellement encore en Guadeloupe? Ne sont-ils pas tous partis en France avec leur chercher un bac plus 5? Et ceux qui restent ici, qui sont-ils? Je ne sais pas, on m'a dit qu'à la prison de Bémao, lorsqu'on dit qu'un Guadeloupéen a fait un crime, il faut vraiment chercher, mais quelles sont ses origines vraiment? Donc, ce n'est pas du racisme, hein, c'est juste pour parler de réalité, de choses concrètes. Donc voilà, donc bon, moi, j'aimerais bien qu'au lieu de parler, de dire aux jeunes, sans arrêt dans la bouche des gens, qu'on fasse vraiment quelque chose de concret pour les jeunes, qu'on leur donne vraiment leur chance. Et qu'on cesse de parler de jeunes comme ça, à tort et à travers, gratuitement, de façon légère, sans aucune profondeur, alors qu'en réalité, on ne leur donne aucune chance. Et que les Guadeloupéens, j'ai l'impression qu'ils ne s'aiment pas. Voilà, ce sera tout, je vais laisser la place à une autre. Merci. Merci, monsieur. Qui veut réagir? Je réponds, puisque le monsieur m'a dit que j'ai invectivé les enseignants. Alors, monsieur, ce dont je parlais, c'est d'une expertise des 20 dernières années où on a toute une zone qui a été refusée par nos propres enseignants endogènes. Ils n'y allaient pas. C'est pour ça, effectivement, que si ça fait 6 ans que vous êtes en Guadeloupe, je vous invite à faire la Désirade Les Saintes, d'aller à Marie-Galante, de descendre sur toute la partie sud-Basse-Terre, et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur les enseignants, je n'ai pas le temps pour ça. D'accord? Il faut raison garder. Si on veut que les choses avancent, il faut qu'on touche du doigt les choses qui ont dysfonctionné. Et par le passé, nous avons déserté ces zones-là. Et je dis nous, parce que c'est une réalité pragmatique. Je ne suis pas pour dénoncer les combines des uns et des autres. Ce n'est pas ça mon travail et ce n'est pas ça l'idée de la ronde de ce soir. La deuxième chose, on a bien parlé de formation. C'est-à-dire que la notion de jeune s'arrête à 25 ans. Et il faut qu'on soit clair, puisque après, on rentre dans la formation des adultes. Et ça, c'est du point de vue purement professionnel et technique, puisque vous avez deux chefs d'entreprise à côté. Donc, on reste sur la législation en vigueur. Et la troisième chose concernant le bouillon, c'est du bouillon hardcore. Mais, alors, vous disiez que vous vouliez écouter du... Pourquoi pas? Mais, sincèrement, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que les composantes de la société guadeloupéenne ont évolué. Les enfants ou les petits-enfants des premières migrations qui sont arrivés à la fin des années 60-70 aujourd'hui sont des Guadeloupéens puisqu'ils vivent sur le territoire, ils travaillent sur le territoire, ils paient leurs impôts sur le territoire. Donc par conséquent, pour moi la question culturelle des orientations musicales, limite ça ne me dérange pas puisque c'est la même chose qu'on a vu avec le rap. À l'époque j'étais sur Paris et sur le sud, où on était super dérangé par le rap parce qu'on voulait absolument l'attribuer à une musique de la migration et singulièrement de tout ce qui était Nord-Afrique et autres. Donc, en fait, on essaie toujours de trouver un double monstrueux. Alors, la question, est-ce que les Guadeloupéens s'aiment ou ne s'aiment pas? C'est une question qu'il faudrait déconstruire. Qu'est-ce qu'on met dans le fait d'aimer? Et qu'est-ce qu'on attend, effectivement, entre nous, puisque... nous sommes plusieurs groupes ethniques. Donc, comment on fait peuple et comment on fait population lorsque nous avons des Indo-Guadeloupéens, des Libanais, des Syriens, des Égyptiens, nous avons des populations de la Grande Mer Afrique. Donc, on a un combo qui est notre territoire, il est ce qu'il est, mais en fait, tout ce beau monde doit composer ensemble. Et la question singulière qui est, pourquoi jusqu'à maintenant on a toujours su vivre ensemble sans que ça l'explose? Peut-être parce que, je pense, que de manière territorialisée, les groupes sont installés sur des lieux. Et peut-être que le fait que les groupes ne se rencontrent pas ou se rencontrent très peu, fait qu'effectivement qu'on a une apparence tranquillité sur le territoire. Mais je vous rassure, mon propos n'était pas de mettre... En fait, on est en train de faire une analyse systémique de la violence sur toutes les composantes possibles. Puisque aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est ce qu'on a semé.
Et je suis désolé, je ne ferai pas l'économie de rappeler cette histoire singulière qui est la nôtre, parce que justement, l'un de nos défauts, c'est de toujours cacher les choses et de dire, en fait, c'est la faute de l'autre. Non, prenons nos responsabilités. Et sur la question même de l'enseignement, je crois que c'est toi, Sam, qui avait dit ça dans l'une des émissions, nous avons des compétences au niveau des municipalités, du conseil départemental, du conseil régional, et c'est bizarre, c'est que le rectorat qui travaille sur les programmes. Il faut qu'on s'interroge aussi. Donc, je sais que vous venez d'arriver sur le territoire, mais c'est sur ça qu'on est. On n'est pas sur la diabolisation ni d'un groupe ni d'un autre. Donc, je suis désolé, ce n'est pas ça la pensée des rencontres du mercredi. Merci. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Boissé. Bonsoir aux invités. Et je dirais que M. Otto, dans tout ce qu'il a dit, il a pratiquement raison, notamment la nomination des enseignants qu'on a cherché à faire sur Pointe-Noire. Il n'y a même pas 5 ans qu'on cherchait des enseignants pour Pointe-Noire et qu'on aurait envoyé d'autres personnes étrangères qui quittaient leur pays par rapport à la guerre à certains endroits et qu'on a envoyé et le monsieur et la dame pour aller enseigner à Pointe-Noire parce qu'on n'avait pas de Guadeloupéens qui voulaient aller à Pointe-Noire. Nous avons ça pour mauvaise habitude entre 5 Pointe-Noire, c'est toute la Basse-Terre, et quand c'est un versant parce que c'est à l'autre bout de la Guadeloupe, on a tendance à refuser les postes. Et ça depuis tantôt. Quand j'ai été mutée à Basse-Terre en 1986, tout le monde me disait, ah, mais tu vois, ça ressemble de où? Parce que, bon, j'allais Basse-Terre, c'est quoi? Et moi, j'ai accepté jusqu'à ce que je termine ma carrière et à pas pour sentir plus fatiguée, parce qu'on s'était organisation des collègues de Sainte-Anne, du Mouille, Bonalo et Abid pour qu'on fasse à cette époque-là du covoiturage. La prochaine fois, on parle de covoiturage. Le covoiturage pour nous, c'est depuis les années entre 86 et 88, on avait déjà mis ça en place. Et il y a une autre chose qui se fait et depuis quelque temps. C'est l'appel à la désobéissance, mesdames et messieurs. L'appel à la désobéissance sur le plan professionnel. L'appel à la désobéissance au niveau familial. Quand vous avez un neveu ou une nièce, quand vous voulez réprimander pour telle ou telle chose, ou que le papa et la maman se trouvent cachés parce que vous lui avez dit. Donc tout ça, ça fait partie, ça fait remonter ça donne raison à l'enfant ou à la nièce ou au neveu à qui vous, en passé, vous devez dire c'est bien oublié si vous l'avez là, ou pas faire nous c'est bien oublié, et pas parler de là, ça pourrait pas faire oublier. Il y a beaucoup de choses en dehors de ce que fait les collectivités ou qu'on ne fait pas les collectivités, qui prouvent aujourd'hui que la violence augmente. Mais comment, après nous, on a déjà fait un constat. Maintenant, comment faire? Peut-être pas pour éradiquer, mais comment faire pour renverser la tendance? C'est la question qu'on doit se poser maintenant, parce que des constats, on en a de trop. Merci, mesdames. Merci, madame. Qui veut réagir ou répondre à cette question qu'elle posait? Je pense qu'on fera ça autour de table. Ouais. Parce que c'est d'abord les auditeurs et téléspectateurs. Oui. Voilà. Donc, on va continuer avec les appels. Alors, c'est vrai que ce sujet de la violence intéresse tout un chacun. Alors, plusieurs formes de violence, on va dire. Plusieurs... Oui. Mais bon, on parle le problème de l'histoire de l'enseignant qui ne peut pas aller là ou là. Vous savez qu'on retrouve ça maintenant dans tous les corps de métier, parce que j'ai un chef d'entreprise à Basse-Terre qui vient de faire rentrer des Roumains. Oui. Et il a fait rentrer des Roumains dans son entreprise parce que ces gars ne veulent pas aller travailler sur le chantier de Basse-Terre. Il leur a dit, je vous mets un bus tous les matins. Ils ont refusé. Toutes les propositions qu'il a pu faire, il a dit, j'augmente la prime et tout ça. Ils ont refusé. Conclusion, il a fait rentrer des Roumains. Sur son chantier, il y a des Roumains. Voilà, nous partons du côté du téléphone. Malheureusement, ça aussi, il faut gérer tout ça. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir Madame Boissé. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Raymond, bonsoir Henri, bonsoir Sam. Bonsoir. Je parlais de la formation. Oui. Et ce qu'a dit Raymond, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, on a une vraie problématique de formation de notre jeunesse.
un CFA à l'agonie, l'école de la deuxième chance qui ne fonctionne pas. On a Guadeloupe Formation qui est existant. Et surtout, on a la mission locale qui essaie de sortir la tête de l'eau. Donc, la vraie formation aujourd'hui, c'est la RSMA. Est-ce que c'est ça notre vocation de former aujourd'hui les jeunes Guadeloupéens uniquement par le RSMA, où il y a à peu près des 600 à 700 jeunes en ce moment là-dessus. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que notre jeunesse aujourd'hui, ils ont cette volonté de travailler? Je me pose la question. Je prends un exemple très simple, je ne vais pas me cacher, je suis dans la pâtisserie-boulangerie. C'est la première fois que ça m'arrive de ne pas trouver d'apprenti pour pouvoir travailler. Première fois. J'en ai eu 6, 7, 8 cette année. J'ai eu 2 jeunes là en début décembre. Et je peux vous dire qu'il faut les bousculer, les motiver pour pouvoir travailler pour le métier. Et on me dit que les entreprises ne veulent pas prendre des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas donné à notre jeunesse le goût de travailler. Ils ont plus cette envie de travailler, d'apprendre un métier. Et pourtant, on a du chômage. Pourtant, on a des jeunes qui sont là. La population aujourd'hui, on a entre 15, 20, 30% de notre jeunesse qui ne travaille pas. On a 1200 jeunes qui sortent du circuit scolaire. 1200 chaque année. On fait quoi avec ces jeunes? Ils sont où? Est-ce qu'on a mis un vrai plan de Marshall de formation pour notre jeunesse? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on a donné l'envie? On critique les entreprises qui ne prennent pas. Mais si vous prenez un jeune, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de travailler. Donc les entreprises qui sont en difficulté, et Harry l'a dit, nous avons 66 à 70% de petites entreprises ce sont des micro-entreprises qui n'ont pas de salariés, 0 à 1 salarié. À qui on ne va prendre ces jeunes-là? S'il n'y a pas de libre marché, si la conjoncture est compliquée. Donc c'est tout un problème aujourd'hui dans le pays Guadeloupe. Et là où on avait la chance d'avoir Guadeloupe Formation pour accompagner et mettre en place ces mesures, il y a inexistant. Voilà la réalité aujourd'hui de notre pays Guadeloupe. On a un CFA qui a une capacité de 1200 apprentis. À la date d'aujourd'hui où je vous parle, il panie des 150 jeunes là-dedans. Voilà la réalité de ce pays Guadeloupe aujourd'hui sur la formation de notre jeunesse. Et pourtant, on a des jeunes qui ont cette volonté aussi de travailler. Mais est-ce qu'on met en place une politique publique, une politique de formation à grande échelle pour former notre jeunesse correctement? Je pose la question. Je connais déjà la réponse, mais j'attends vos réactions. En tout cas, merci à vous pour cette émission parce que vous conscientisez un peu les gens, surtout Raymond, à travers son langage vrai. Ça peut déplaire, ça peut ne pas plaire, ça peut faire en bouche, mais c'est une réalité. Sam, qui est l'expert, parfois, qui n'a pas compris, mais c'est une réalité qui change l'entreprise. Harry, je l'entends tous les mercredis, c'est la même chose. C'est la réalité du pays. Il ne faut pas se cacher. Il y a un moment, il faut parler vrai, dire la vérité, pour que ça change et pour qu'on évolue. Sinon, comme on dit, je ne sais pas comment ça va être demain. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté et très bonne soirée. Merci et surtout restez encore au niveau de cette émission. Donc, la violence, alors c'est vrai que ça tourne, on parle des jeunes qui n'ont pas de formation, que faut-il faire? On parle de la violence en général, il y a la violence intrafamiliale. Alors on se demande par quel bout commencer, par quelle violence, je vais dire, quelle violence faut-il traiter en premier, ou est-ce que tout est lié? Par quoi commencer? Je crois que j'ai reconnu que c'est Gabriel qui nous a appelé. Oui, c'est Gabriel qui a appelé. Voilà, oui. Et qu'il est très très bien placé par ses chefs d'entreprise et qu'il a toujours dans ses entreprises développé l'apprentissage. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a même pas la matière. On a aussi un gros problème dans ce pays, et ça c'est encore depuis à l'époque, je le disais, depuis les années 90. S'il faut assurer des formations pour se donner bonne conscience, on va avoir les mêmes résultats. Ce que fait le RSMA aujourd'hui, tant mieux, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas de la formation de qualité.
Les jeunes, aujourd'hui, je le vois dans les métiers de la restauration, il y aurait à faire. Il y a l'école Vatel, par exemple, en Martinique. Oui. Ici, il n'y a pas une once d'école qui serait de ce niveau-là. Au lycée hôtelier, les 10 premiers jeunes qui arrivent effectivement avec un bon niveau, ils sont rapidement aspirés par les entreprises françaises. Et voilà. Donc, il y a aussi une question de niveau lorsque vous voyez, on l'a toujours dit, il y a énormément de métiers rentables au niveau de l'artisanat, sauf qu'il faut être formé. Lorsque vous allez à Strasbourg, par exemple, que vous voyez, par exemple, vous allez à l'école Boulle, par exemple, et que vous voyez le niveau des ébénistes, ce ne sont pas des gens qui vont rester une demi-journée sans travailler, ni les carreleurs de très bon niveau, ni les électriciens. Dans ces métiers-là, il y a vraiment de quoi... Alors, apparemment, ici en Guadeloupe, il y a un problème de carreleurs. Il y a un problème de formation dans tous les métiers. Un problème de formation, c'est-à-dire de monter en compétences. Et regardez bien les entreprises qui proposent, je ne vais pas les nommer parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais toutes les entreprises qui ont un certain niveau de service, eh bien, ces entreprises-là forcément sont florissantes parce qu'il y a un boulevard chez nous. Parce qu'on a aussi des formations à la Wondergen ici, voilà, à certains endroits. On n'a pas forcément, je regarde parfois des centres de formation, le matériel ne convient pas, le niveau des professeurs n'est pas parce que vous avez des gens qui forment des gens du BP ou je ne sais pas moi, du BM avec j'ai envie de vous dire, un CAP de l'époque. Enfin, on a plein de problématiques comme ça qu'on permet chez nous, qu'on autorise et qui fait que justement à la fin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'à la fin, on a ce qu'on a. Une fois, j'avais proposé durant le LKP, ça ne pouvait pas marcher. J'avais fait une proposition qui est celle de dire les automobilistes qui sont flashés sur notre territoire et dont les fonds partent vers la France, il serait bien indiqué de dire, définir un taux qui serait quelque part fléché sur la formation des jeunes. Ça ne coûterait rien aux collectivités locales, ça ferait peut-être un petit manque à gagner pour les gens de là-bas, sauf qu'il viendrait régler un problème. Je me souviens une fois, Jacques Chirac avait dit qu'il fallait vraiment faire attention aux associations, développer, donner les moyens aux associations pour pas que la société dérape. Et bien, ce qui nous arrive aujourd'hui, cette société-là, si chacun, dans son confort, se dit, et Raymond l'a dit, on a des communautés qui vivent les unes à côté. On n'a pas de peuple. On a plusieurs communautés regroupées sur un territoire. De manière géographique, on est peuplé. De manière, on ne vit pas comme un peuple. Alors, c'est vrai que ça tient. On ne sait pas comment ça tient, mais ça tient. Mais honnêtement, je pense que lorsqu'on regarde encore, il y a des communautés qui sont plus démunies que d'autres. Et ça ne peut pas marcher tout le temps sur un territoire parce que forcément, il y a danger pour les autres. Lorsqu'on est bien tout seul quelque part, on ne peut pas être en sécurité. Puisqu'on devrait comprendre un moment qu'il faut développer, permettre aux autres, faire monter, un peu renvoyer l'ascenseur. Lorsque ce pays-là vous a donné de quoi vivre, il faut quelque part comprendre qu'il y a beaucoup de personnes ici souffrent. Franchement, c'est ça qui crée, ça fait le lit de la violence. Ça crée le lit de la violence. Lorsque vous voyez des quartiers, moi je passe à Pointe-à-Pitre, parfois je vais dans la sortie sud-est et je vois un certain nombre de choses, c'est presque normal qu'il y ait de la violence dans ces quartiers-là. Le contraire serait étonnant. Puisque tout est fait, tous les ingrédients sont réunis pour que ça dérape. C'est-à-dire les jeunes sont laissés à eux-mêmes, ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de niveau scolaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune comme ça fasse? Alors c'est vrai qu'avant même de rentrer dans une entreprise, il faudrait que les psychologues fassent un vrai travail sur ces jeunes-là. Il y a un vrai travail déjà à faire, déjà pour leur faire comprendre qu'ils sont obligés de se réveiller le matin pour aller travailler. C'est pas le chef d'entreprise qui pourra régler ce problème-là, parce qu'ils arrivent tout démobilisés chez nous. Nous partons encore une fois du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Donc je salue les invités. Oui. Alors le sujet m'interpelle beaucoup. En effet, j'ai 37 ans cette année et je pense que ce type de débat autour de la montée en puissance de la violence, je pense que ça revient assez régulièrement. Donc ça m'interpelle. D'autre part, à mon avis, je crois que la Guadeloupe n'a même pas le niveau de violence qu'elle mérite. D'accord. Dans le sens où
on a normalisé un certain nombre d'actes, de paroles, qui sont en fait de la violence pure, mais qui sont devenus notre norme. Et en fait, on vit avec, on s'est habitué, et tout cela crée un terreau favorable à un certain nombre de violences qui s'expriment donc dans la famille, qui s'expriment sur la route, qui s'expriment dans les lieux de collectivité, qui s'expriment à l'école. Et en fait, moi, ce qui me gêne maintenant, c'est la normalisation, c'est-à-dire le manque de réaction. On va observer, on va noter, mais réagir face à la violence de manière efficiente, efficace, je ne vois pas. Je suis enseignante et je peux constater que face à la violence de nos élèves, par exemple, on n'a pas de réponse. On ne propose pas de réponse. Avant, quand moi j'étais notamment scolarisée, même si on peut reprocher aux sanctions anciennes d'être peut-être excessives ou pas adaptées, il me semblait qu'il y avait une réponse de proposer. Mais de nos jours, c'est vraiment un silence. Et ce silence-là vient s'ajouter à une violence qui est déjà bien présente chez nous et va encore nous amener à un autre niveau de violence. Mais le fond du problème n'est toujours pas réglé. Comment allons-nous nous exprimer, prendre la parole, agir pour que les choses véritablement évoluent? Parce que pour l'instant, en tout cas moi, ce que je vois, c'est qu'on fait ce que j'appelle du fait pour fait, c'est-à-dire faire des actions symboliques. Sauf que le symbolique ne va pas nous sortir de cette situation qui a tendance à s'aggraver. Voilà ce que j'avais à dire. Merci madame. Et Harry voulait intervenir, et aussi Raymond, mais juste avant, nous marquons une courte pause et je reviens avec vous. Vous savez, quand on parle de communauté, aujourd'hui, il est évident que nous vivons sous influence universelle. Aujourd'hui, les enfants, que vous le vouliez ou non, nos enfants, sont sous l'influence de tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, j'ai la conviction profonde que ce qui est proposé est un support de violence. On ne voit que ça. On ne voit que ça. D'ailleurs, j'ai un problème. Mais on vit comment aujourd'hui? Qu'on le veuille ou non, la télévision est allumée. J'ai une gamine de 8 ans. Quand si je passe un dimanche ou un samedi à la maison, je regarde la télévision. Je me dis, mais elle est obligée de voir que de la violence. Mais dans la journée, tous les films sont violents, tout est violent, etc. On a vulgarisé la violence. Aujourd'hui, c'est vulgarisé. Vous voyez, qu'est-ce qu'on propose dans les films? Des gens se tirent dessus, se tuent, machin, et la vie continue. Le type, il vient de tuer 3 personnes, il est assis là, il mange, il discute, etc. Vous prenez des gamins qui voient ça très tôt. Donc tout ça, c'est ce qu'on subit. Maintenant, à partir de ce moment-là, je dirais que chaque communauté, théoriquement, doit s'organiser pour faire face à ça, parce qu'on ne maîtrise plus ça. Les chaînes sont... Aujourd'hui, on peut être blanchi sur toutes les chaînes du monde. Donc, nous avons l'obligation aujourd'hui d'organiser notre défense et l'organisation familiale de nos enfants autour de ça. Le fait existe. On ne peut pas aller contre, on n'a pas de maîtrise dessus, c'est comme ça. Alors, dire qu'on va empêcher aux enfants de regarder la télévision de temps en temps, etc., ce sera toujours de temps en temps. La violence, en 3/10 de seconde, vous avez vu des actes d'une violence extraordinaire. Une image, c'est vite fait. On a coupé une gorge, on a égorgé quelqu'un, on a machin, etc. Ça se fait très vite. Bon, donc il faut s'organiser. Et moi, deuxième chose, maintenant, dans ce monde-là, comment se situe la Guadeloupe? Et c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'en réalité, on ne peut jamais mettre un plan en place parce que l'organisation de ce pays-là, ceux qui dirigent ce pays-là, l'institution telle qu'elle est, n'offre pas la possibilité. Et c'est ça qui m'attriste.
j'ai presque envie de dire, alors on va dire que je suis très démissionnaire dans tout ça. Les conditions ne permettent pas de faire de miracle. Et les gens, on refuse de comprendre ça. On ne va pas faire de miracle à partir de ce qui est. Il faut une cohésion. Si vous n'avez pas une tête dans un pays qui donne une direction et qui est cohérente et tout le monde est d'accord avec, ça finira dans le mur. Et on a tous les exemples autour de nous. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, rapidement, mais dans le monde, les conflits qu'on vit aujourd'hui, quand vous ouvrez votre télévision, vous entendez que ça. Tous ces conflits-là étaient prévisibles il y a 50 ans. Tout ce qui soit fait là est une suite logique de tout ce qui s'est passé en politique. La guerre d'Ukraine, ce qui se passe en Gaza, tout ça, mais c'était prévisible, tout ça n'a rien de surprenant. Mais de la même manière, rien n'est surprenant dans ce qu'on vit aujourd'hui. Tout va dans ce sens. Et c'est une suite logique des faits, de ce qu'on fait et de ce que nos dirigeants font d'ailleurs. Parce qu'on programme, on fait ce genre de choses. Qu'on le veuille ou non, mais parce qu'on a des objectifs qui souvent oublient l'intérêt général et humain. Conclusion. Le problème aujourd'hui, c'est que nous, par contre, quand on arrive là, mon problème, et ce sera toujours ce problème-là, quand je vois toutes les décisions qu'on prend, il y a des têtes. Alors, l'État décide ça. On a des collectivités c'est l'État qui prime. Alors, eux, ils donnent un avis. Des fois, ils font de la politique. Ou alors, ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir d'eux, etc. Et je me dis, finalement, ce qui est marrant, je prends les mêmes sommes dépensées en Guadeloupe. Et je ne dis pas seulement, parce qu'on fait quoi toujours que les sommes de la France. Non. Le budget global de la Guadeloupe, il y a mes impôts dedans aussi. Tout ce budget-là, je me dis, je suis sûr qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Mais en réalité, c'est tout simplement qu'il n'y a pas une vraie direction structurée, organisée, cohérente. Ce n'est pas cohérent. Et la Guadeloupe ne bougera jamais positivement dans un système pareil. Les gens, on croit toujours que c'est l'État indépendantiste sous celle-là. Non. Et c'est là où je reprocherai à l'État français d'avoir toujours un fonctionnement colonial. Parce qu'en définitive, ça serait un partenariat structuré, organisé. J'ai toujours le sentiment, peut-être que je fais un rêve, enfin que je me plante, mais j'ai beaucoup côtoyé Saint-Martin pendant une époque, pendant au moins 7-8 ans, et j'étais tout le temps à Saint-Martin. J'ai jamais, mon sentiment sur la partie hollandaise ne ressembla et n'a jamais ressemblé à mon sentiment sur la partie française. Quand je suis arrivé, c'était deux pays qui étaient comme ça, déjà. Mais même la défiscalisation qui a permis à la partie française de monter, mais quand je regarde le fonctionnement de ce que je vois en partie hollandaise, j'ai l'impression d'un peuple qui s'organise, qui fonctionne et qui fait des choses des fois extraordinaires. Avec des fonds qu'on demande, avec 40 km², ils font quelques ouvrages extraordinaires, etc. Nous, on pourrait faire beaucoup de choses, mais nous avons un rapport avec l'État français qui n'est pas un rapport de partenariat gagnant-gagnant. On a un rapport colonial. Un rapport colonial n'est jamais un rapport gagnant-gagnant. C'est une culture française. Et là, c'est grave. Je considère que la France a une lourde responsabilité à ce niveau-là. Parce que la France ne change pas son logiciel. Le logiciel français ne bouge pas. On est un État africain par département. L'Afrique a subi. Et l'Afrique est pauvre avec plein de richesses. Mais l'Afrique a subi. L'Afrique française, francophone, a subi. Eh bien, nous, on est dans une situation. Et aujourd'hui, tous ces problèmes qu'on cite tout le temps et qui vont dégrader complètement la Guadeloupe et qui envoient tous nos jeunes partout ailleurs dans le monde parce qu'ils ne voient pas d'issue chez eux, on ne pourra pas le résoudre si nous ne changeons pas. Le logiciel fonctionne et si le rapport avec l'État français n'est pas mis sous d'autres bases, de façon honnête et objective. Merci, Harry. Raymond, je reviendrai tout à l'heure. Je récupère cet appel et puis nous ferons un petit regroupé avec les deux. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Et puis, bonsoir, Idriss. Bonsoir tout le monde qui sont sur le plateau. Oui. J'appelle de Sainte-Anne. Oui. Et je veux Idriss à me reconnaître. Oui. Oui. Alors, la violence, je dis, c'est au niveau de l'État, au niveau des politiciens. Parce que maintenant, en Guadeloupe, on me fait la tête. Ce matin, j'étais dans un bureau administratif pour aller résoudre un problème et je n'ai pas fini de résoudre le problème. Alors, j'ai posé une question à comme tous les niveaux et ensemble. Comme moi, j'ai fait une demande
ça fait 2 ans. Alors donc, la personne qui me répond me dit, l'État a bloqué, il y a plus de 10 000 dossiers et l'État a bloqué tous les dossiers. Or, les gars savent que le cyclone a été passé et ma maison prend de l'eau. Et quand il y a de rien, il pleut, il prend de l'eau. Donc comme moi, je n'ai pas de moyens pour réparer la maison, j'ai fini d'amélioration de la vie. Là, tous les dossiers ont été bloqués et on ne sait pas on ne sait pas à quel moment les dossiers vont être débloqués. Là, ça veut dire que c'est une forme d'assurance. Parce que nous qui sommes des malheureux, on n'a pas les moyens pour réparer nos maisons. On compte sur l'aide de l'amélioration de l'habitat. Et or, il y a des gens qui sont en situation de handicap, il y a des personnes âgées qui ont besoin de réparer leur maison. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment énervant et admissible qu'au moins tous les dossiers sont bloqués, on ne peut rien faire. Ça veut dire si on va mouiller, rester mouillé, quand ça va prendre l'eau, et là, que moi, on peut faire rien. Alors, c'est-à-dire, la violence, c'est eux qui créent la violence en Guadeloupe. Et c'est maintenant tout le monde va devenir violent, parce que rien ne marche dans ce pays-là. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci alors, Marie-Louise, qui est une personne en situation de handicap et qui parle de cette violence. Donc, toute la population est touchée par un système et un système violent. Et elle parle de violence. Elle dit, voilà, tous les dossiers sont bloqués. Moi, j'ai ma maison qui coule, je ne peux pas réparer. Donc, pour elle, c'est une forme de violence. Sauf que... Vas-y. C'est vraiment une forme de violence. J'ai eu à Pointe-à-Pitre à 2 reprises, une fois à Mortenol et une fois à Louis-Mathieu, à attirer l'attention à l'époque des bailleurs sociaux, qui parfois ne sont obligés de rien faire. Hein. Moi, je trouve inadmissible que quelqu'un qui soit locataire dans une maison pendant 40 ans, parfois, et que ces gens-là ne deviennent pas propriétaires à la fin de ces maisons-là, de ces appartements-là, parce qu'il faut voir dans quel état sont les appartements. Moi, j'ai une dame qui risquait à chaque fois de s'électrocuter, mais j'ai dû faire intervenir les services de la mairie, le CCAS, mais personne à côté, parce que les voisins juste à côté ne savaient même pas. Et j'ai vu une dame une fois, mais alors, on avait fait une intervention près de l'huissier, une dame de 78 ans à Mortenol qui se faisait expulser parce qu'elle avait 12 mois ou 13 mois de loyer impayé, alors que ça fait 40 ans que la dame y était. Il n'y avait personne pour répondre. Alors, heureusement que ce jour-là, c'est une dame que je connaissais. Donc, je l'ai visitée. Donc, elle a attiré mon attention. Et le jour où l'huissier est venu, on a arrêté l'huissier, le jour où il était déjà, mais il faut voir quelle dame qu'on allait saisir. Enfin, c'est vraiment, et Harry l'a dit, c'est vraiment un monde sans pitié. Lorsqu'on vit sans tenir compte que vous entendez parler de la dame, c'est vraiment dur ce qu'elle vit. Mais, une dame que je connais parce que j'ai eu l'occasion de faire des émissions ici avec elle. C'est une personne donc, lorsque vous entendez ça, et elle, comme on dit ici, il capote manèvre parce qu'elle essaye d'aider d'autres personnes en situation de handicap. Elle a une association et je me rappellerai un jour où elle m'a appelé. Elle m'a dit, mais c'est pas possible notre condition, nous qui sommes des personnes en situation de handicap. Et elle m'a dit, on va descendre dans la rue. Vous vous rendez compte? On va descendre dans la rue parce que nos dossiers n'avancent pas, parce que nous ne sommes pas écoutés, parce que... Et je lui ai dit, mais non, Marie-Louise, vous irez dans la rue. Elle m'a dit, oui, il faut qu'on descende dans la rue pour se faire entendre, des personnes en situation de handicap. Alors peut-être qu'elle ne pourrait pas le faire, mais ces gens ont des enfants qui voient ça. Et il y a une dame qui a employé, l'enseignante avait employé le terme de terreau. Mais c'est vraiment... Le terme idoine, c'est vraiment terreau de violence. Lorsque vous avez des gens comme ça et que leurs enfants, nièces ou neveux les voient dans cette situation-là sans jamais trouver une solution pour ces personnes-là, mais c'est inhumain. En 2023, ça ne devrait pas exister dans une société.
Donc, ce sont des personnes qui, ça peut arriver à tout le monde, puisque vous arrivez en fin de vie, pour peu que vous n'ayez pas une super couverture sociale et que, voilà, vous êtes encore victime d'un AVC ou de n'importe quoi, mais vous tombez dans cela. Donc, on vit dans une société où on ne veut pas trouver des solutions, alors qu'on sait que ce sont ce genre de cas-là, d'accord? C'est ce genre de cas-là, justement, qui fait qu'on peut justement trouver une jeunesse qui dérape, parce que ce ne sont pas des gens qui sont seuls. Ces personnes ont des enfants, ces personnes ont des petits-enfants. Et lorsque les enfants voient ça, est-ce que vous croyez qu'un enfant qui a été élevé dans ces conditions-là a envie demain d'aller être apprenti quelque part, d'aller se faire former, d'aller travailler? L'enfant n'a pas les ressorts qu'il faut pour ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a déjà un premier travail à faire. Les psychologues devraient faire déjà un premier travail pour préparer ces enfants-là à l'employabilité. Donc, ces phénomènes-là sont des phénomènes sociaux qui engendrent forcément de la violence. Nous récupérons juste un dernier appel, Raymond, et puis ensuite, vous aurez la parole et nous aborderons aussi l'aspect solution. Désolé, Raymond, juste le temps de récupérer un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Bien. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, on me fait signe. Oui, allez-y. Allez-y. Allô? Oui. Nous vous écoutons. Oui. Bonsoir. Oui, exprimez-vous. La violence, c'est le fait des frustrations successives qui n'ont jamais été réglées. Mais quand je vois que les associations, que les personnes sont aussi nombreuses à faire des actions de quartier, de communes, il me semble qu'elles ont compris qu'elles ont un mot à dire dans la gestion de la violence. Je ne vais pas parler davantage parce que j'ai un souci de santé. Donc, pour moi, c'est important de penser que les gens ont pris à bas le corps leur propre problème, la violence, et qu'ils ont la possibilité de gérer eux-mêmes, puisque l'État n'a pas été capable. Bonsoir. Merci, madame. Bonsoir, madame. Et puis, nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Raymond, maintenant. Alors, dans la file active d'Harry et de Sam et de ce qu'a dit madame l'enseignante, en fait, la question de la sanction, en fait, on ne peut pas sanctionner les gens chez nous puisque la décision de sanctionner ne nous appartient pas. C'est une vraie question et madame, vous avez touché du doigt le problème du milieu scolaire. Je ne vais pas revenir sur la question du harcèlement, la manière dont on le voit. Mais elle a dit quelque chose qui retient mon attention. Quelquefois, la pomme pourrie est chez nous. Et elle a raison sur un fait. Quelquefois, c'est la personne qui vous ressemble qui trouve que votre posture n'est pas une posture bienveillante. Et j'ai un certain nombre d'exemples de professionnels avec qui j'entends des discours et je regarde les gens, surtout dans mon cœur de métier, qui est quand même la prévention spécialisée. Et donc, la question de l'employabilité, tu en parlais, mais on va en parler vraiment très franchement. Lorsque vous inscrivez un jeune adulte, et là je prends un jeune adulte, c'est-à-dire plus de 25 ans, et que vous l'inscrivez, on vous dit de l'inscrire chez Sam. Il veut travailler dans la boîte de Sam. Mais il a un problème d'alcool. Il a un problème d'addiction aux psychotropes. Il est complètement déstructuré sur la question de l'heure de départ, l'heure de départ. Et qu'on me demande de comprendre, mais à quel moment lui-même il est porteur de son projet. C'est une vraie question. On a un référentiel qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce territoire. Lorsque vous avez un gamin, je prends toujours le même truc, jeune adulte, c'est-à-dire j'en ai plus 25 ans, donc ce qu'on dirait concrètement chez nous, un grand homme, qui ne sait pas quelle est la tenue idoine lorsqu'il va travailler dans une pâtisserie ou dans un restaurant. Il y a une part qui nous revient. Or,
vous avez une opposition entre les professionnels ou ceux, alors moi je appelle ça le prisme de l'assimilation, qui croient effectivement que ce qu'ils ont étudié à l'université, c'est la réalité pragmatique. Alors que ça n'a rien à voir, on doit s'adapter. Et ces personnes, ces professionnels-là sont dangereux parce qu'effectivement, ce que dit la dame est vrai. Quelquefois, en posant une sanction, vous ralentissez un phénomène psychique. Ce n'est pas en l'entretenant. Or, on a beaucoup de gens qui essaient de régler leurs propres problématiques de vie au travers de leur métier. Ça, c'est une violence pour les autres personnes qui essaient de faire correctement leur boulot. Et ça, je rejoins la dame. Souvent, on se retrouve confronté à ça, où les gens vous disent effectivement c'est l'ancien temps, c'est violent, c'est ceci. Je suis désolé. Chaque peuple a une manière d'éduquer ses enfants. Et on l'a vu l'an dernier en France. Et moi, j'ai adoré ce pied de nez que les deuxièmes générations de population migrante ont fait au gouvernement en leur disant « Vous avez voulu qu'on éduque nos enfants avec vos manières. Maintenant, ils sont dans la rue. Parce que les gamins, ils n'ont pas été dérobés des choses. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé des magasins de marque. Donc, ce n'était pas de la rapinerie de survie. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je reviens sur ce que la dame a dit. Et c'est un vrai problème. Je vais nommer quelqu'un. Louis Calance Argenton, Loulou, qui avait monté la première, qui était président de la JSPH, qui était une association qui avait pour mission essentielle le maintien à domicile des personnes porteuses de handicap. Donc, il y a 23 ans. D'accord? Comment vous expliquez encore aujourd'hui? Vous avez Madame Solange Leblanc, Feu Solange Leblanc, qui n'a eu de cesse, effectivement, de porter la cause. Vous avez Monsieur... comment il s'appelle? Moulia. Non. Oui, Moulia. Oui. Vous avez lui. Toutes ces personnes, je les ai connues en début de carrière. C'est des personnes, effectivement, qui se battaient bec et ongle pour simplement le droit d'exister en Guadeloupe. Alors, on va se poser des questions et on va se dire les choses. Nous avions la Cotorep, la MDPH à Gobert, d'accord? Maintenant, elle est située dans la cité administrative au Gosier. Est-ce que vous pensez qu'en ayant déplacé... Non, entre-temps, on est passé par Jarry. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, une personne qui est porteuse d'handicap, peu importe l'handicap, d'accord? Dans une société où on n'a pas un accès, déjà pour les personnes valides, au transport. Alors, imaginez les personnes à mobilité réduite ou les personnes porteuses de handicap. Est-ce que vous pensez que la personne qui habite Pointe-Noire, l'idéale situation aurait été de poser le centre technique au Gosier? Non, quelquefois, il faut qu'on se pose les bonnes questions et il faut qu'on dise les choses. Ce n'est pas dénoncer pour dénoncer. C'est bien de montrer le côté aberrant de la chose. À la rigueur, Jarry, OK. C'est pas l'idéal, mais au moins, ça permettait aussi bien aux gens de la Basse-Terre qu'aux gens des dépendances, parce qu'on oublie toujours que sur Marie-Galante, la Désirade et les 7, il y a des gens porteurs de handicap. Et donc, on a un vrai problème de société. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire lors des élections du conseil départemental d'entendre dire que ça va être la priorité. Ça fait 20 ans que j'entends que ça va être la priorité. Donc, à quel moment commence la priorité? C'est aujourd'hui, c'est demain? Il va falloir qu'on sorte des discours. Il va falloir qu'on renvoie les gens vers leurs responsabilités. Parce qu'on a une difficulté qui est chez nous, et tu l'as dit, Harry. On est en bas-faille. On n'ose pas dire aux gens et renvoyer aux gens leur médiocrité. On est dans une médiocratie aujourd'hui. Cette dame parle effectivement de la rénovation d'habitat, mais la question de la rénovation d'habitat, c'est la question de la répartition des compétences. On était sur une seule institution. Maintenant, on a transféré, vous avez plusieurs institutions à l'intérieur des EPCI. Mais comment les gens, l'individu lambda qui n'a pas reçu l'information, fait pour s'orienter? Elle a dit que c'est l'État qui en est responsable. Ce n'est pas l'État qui en est responsable. C'est une compétence qui a été dévolue aux EPCI. Oui. Et donc, il faut que nous aussi, on commence à donner les bonnes informations aux gens et qu'on arrête effectivement de faire un GBC, de ne pas regarder dans la bonne direction. Parce que souvent, on reproche effectivement des choses à l'État qui, effectivement, a sa part, puisque l'État est là pour administrer un territoire conquis de longue date. On va pas se mentir, on est une colonie départementalisée. J'assume mes propos. Mais il nous faut... Non, je finis sur la violence. Il nous faut vraiment, en termes... Parce que la dame a dit quelle solution? Maintenant justement, on va faire le tour de plateau pour les solutions. Merci Raymond. Et puis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont appelés. Et surtout restez, puisque maintenant, nous passons à ce tour de plateau où
nous essaierons d'aborder avec vous cette phase solution. Ça sera rapidement puisqu'il nous reste très peu de temps. 6 minutes. Ça fait beaucoup quand même. 6 minutes. Samuel. Répondre à une question comme celle-là, c'est une gageure, c'est quelle solution? J'ai envie de dire de mettre l'homme au centre. Voilà, dans notre société. Vraiment considérer l'homme comme étant l'élément, pas juste un numéro, pas juste un dossier. Mettre l'homme lorsque vous avez des administrations, lorsque vous voulez régler des problèmes, que vous n'avez personne en face pour régler les problèmes dans lesquels vous mettez ces administrations-là, c'est une grosse forme de violence pour nos sociétés. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça ne va pas s'arranger avec l'IA, puisque les robots, les robots vont bon dos. Et aujourd'hui, on est déjà dans ce monde d'après-là, sans y avoir été préparé. Donc, je pense aussi que c'est une grosse violence qui s'annonce. Voilà. Mais je n'ai pas de solution à ce niveau du débat. Harry. Ah non, ce serait prétentieux de pas qu'en 2 minutes, là, je vous donne la solution de problème qu'on n'a jamais résolu. Mais, par contre, ce que je veux dire, moi, ce qui me chagrine, c'est que nous posons le problème comme étant un problème local, alors que je suis convaincu que nous devons chercher des solutions en ayant résolu le problème extérieur. Parce qu'on est victime du problème extérieur. Et je ne crois pas qu'on soit aujourd'hui face à une situation où on peut dire, en local, on va trouver telle solution. Il faut intégrer tous les problèmes extérieurs qui se posent. Et à mon avis, qu'on le veuille ou non, je crois que le monde dans lequel nous évoluons a intérêt à se trouver à trouver les bonnes réponses de façon globale d'abord. Est-ce qu'on peut parler de fatalité alors? Non, ce n'est pas une fatalité. Mais c'est qu'il faut trouver les bonnes réponses au niveau international aujourd'hui, parce que je dis, le débat, on est assis là comme si on parlait d'un problème guadeloupéen. Nous ne sommes pas face à un problème guadeloupéen. Tu as parlé de New York à un moment. À un moment, les Américains avaient un problème avec toute leur communauté noire, là. Oui. Il fallait faire, et vous savez très bien ce que ça a donné, parce qu'ils ont bien compris une chose, la suprématie blanche a bien compris qu'elle n'existerait pas si elle ne portait pas la solution au problème noir aux États-Unis. Et ils ont mis les moyens pour apporter la solution, parce que sinon ça aurait pété, et on croyait qu'on pouvait faire. Et bon, aujourd'hui, ce débat-là, il n'est plus américain, mais il est mondial aujourd'hui. On a besoin que là, les grands dirigeants arrête de jouer de jouer au petit jeu de qui utilise qui manipule qui, etc. et à faire des petites guerres en croyant que ça va se passer comme ça et ça finira gentiment. Non, il faut aujourd'hui tenir compte de lui-même et pas seulement Guadeloupe. Il faut aujourd'hui que les dirigeants du monde se disent bien, il y a une planète, il y a des hommes et c'est la priorité. Nous nous organisons pour que ça fonctionne. Et après, chacun y mettra du sien pour que dans sa communauté, on utilise le mieux possible et qu'on avance le mieux possible. Mais aujourd'hui, je ne crois pas aux communautés qui vont résoudre leurs problèmes sans que ça soit qu'il y ait un vrai débat international aujourd'hui et qu'on règle ces genres de problèmes. Et je vous dis, je finirai par une chose. Je me pose même la question, nous avons été tous les grands combattants pour la liberté de tout, liberté de penser, liberté de tout faire. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que la censure est si légale? Et est-ce qu'on peut laisser faire tout et présenter tout? Quand vous avez droit à un espace public, quand vous avez droit à projection publique, est-ce qu'on peut vous laisser projeter tout ce que vous voulez? Moi, c'est une question aujourd'hui que je me considère, que je me pose, parce que ça peut faire tellement de dégâts que je me demande, est-ce qu'il ne devrait pas, il n'y a pas une gestion à faire de ça, l'image qu'on projette, eh bien, il doit y avoir un cadrage. Parce que je ne peux pas vous laisser. Moi, je ne maîtrise pas ce que vous projetez, et vos images arrivent chez moi comme ça. Et moi, je ne fais que le recevoir sans accord. Je n'ai pas donné mon accord. Il arrive, c'est après que je peux le juger. Mais il est arrivé chez moi. Il est chez moi, votre image. Ce que vous véhiculez arrive chez moi. Et de façon, je n'ai pas le choix. Donc, ce n'est pas une liberté pour moi. C'est une obligation. Je subis. Raymond? En très peu de temps, je vais répondre à la dame en disant que oui, elle a raison, toujours la dame de Sainte-Anne. Moi, depuis quelques années, j'ai remarqué vraiment le militantisme des associations de seniors, mais pas les seniors qu'on voit toujours, hein, ceux pour lesquels il faut mettre des personnes à domicile. Non, les anciennes personnes qui travaillaient dans la fonction publique, qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui font régulièrement des rencontres sur leur territoire, qui essaient d'emmener leurs petits-enfants, puisque les enfants, et tu as raison Sam, pour X raisons, sont déjà dans la frange
de l'assimilation et donc de border à piller, de tout ce que tu veux. Et je suis d'accord avec Harry. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est déjà de récupérer nos leviers. Déjà, le levier du travail. On n'est pas obligé d'attendre de l'extérieur. Ça, on peut le faire. Et on sait déjà qu'on a une mine d'or. J'ai bien aimé ton approche de pays africains départementalisés. On a l'agriculture. Et je suis assez choqué de voir qu'en fait, qu'on est en train de penser à des choses extraordinaires, alors que les compétences que nos enfants développent dans leurs écoles, on peut les employer. Agriculture, ça veut dire que le fils de Sam a développé de la navigation par GPS. Je peux mettre ça sur mes bœufs, sur mes poules. Donc ça veut dire qu'on a la matière aujourd'hui. On a du soleil matin, midi et soir en tant qu'affaire. On peut utiliser les nouvelles énergies. Et en plus, on a des expérimentations qui sont menées. Je crois que la première chose, et tu as raison Harry, c'est de réinjecter l'activité chez les gens. C'est la chose qui manque parce qu'on est rentré, on est à la 3e génération de personnes qu'on a mis sous dopamine politique sociale et ça ne nous a pas fait du bien. Ça a cassé les dynamiques éducatives. Ce qui fait que lorsque nos enfants arrivent à l'école, ils ne sont pas motivés pour certains. Puisqu'en final, le compte, ils te disent qu'en cas touchant un RS, en cas toucher ceci. On a changé le référentiel des personnes. Et tu parlais de Saint-Martin. Moi, j'aime bien la manière dont les jeunes encore de Saint-Martin, les jeunes adultes de Saint-Martin, ils ont ce qu'on appelle le $1. C'est-à-dire qu'à don journée, il faut y faire $1 minimum, c'est-à-dire le petit déjeuner du matin. Donc, ça veut dire que chaque matin, il a une motivation. Après, effectivement, il va développer des stratégies, puisqu'il a la possibilité d'aller à Sainte-Martine. Oui, mais en tout cas, la mentalité est bonne. Les matins, il faut y faire $1 pour y pouvoir payer manger. Il faut qu'on remette effectivement du cadrage et du rythme dans la vie des gens. Je suis désolé, on est presque devenu le pays du border à piller. On n'avait même pas fini la Toussaint, on commençait déjà à s'entraîner pour le carnaval et pour chanter Noël. Il faut qu'on s'interroge aussi entre le discours qu'on avance. Oui, il y a de la violence, mais la question c'est le temps qu'on ne consacre pas à l'éducation de nos enfants. Ça a des conséquences. Je ne dis pas que les personnes qui font les chanteurs de Noël, parce que les gens sont très forts dans les raccourcis de pensée. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, il va falloir que nous soyons en ordre de combat si nous voulons, parce que ce territoire-là, nous vivons dessus. Ce n'est pas le gouvernement qui vit dessus. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qu'on va braquer. C'est toi, c'est moi, c'est Harry, c'est Sam. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cette logique-là de penser que la violence est naturelle. Non. C'est un indicateur de la désaffiliation de notre société. Nous, ça fait très bien alors que nous battons autant de grands grecs. Alors, ne me faites pas croire que nous sommes plus ingénieurs, plus grands grecs et nous plus couillons. Non. On est capable effectivement d'apporter les premiers éléments de solution. Mais peut-être, et Harry a raison, il faudrait qu'on décentre la valeur argent. Parce que c'est ça qui corrompt toutes les personnes. Lorsque vous regardez dans nos institutions, c'est l'argent qui a balé. Et donc, il va falloir qu'on se regarde. Est-ce que c'est l'argent qui met out? Et donc, dicton créole, l'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Il ne faut pas l'oublier. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir appelés. Une adresse mail, que les choses soient dites, @gmail.com. Que les choses soient dites, @gmail.com. Excellente soirée. Prochain rendez-vous mercredi prochain avec un autre thème tout aussi intéressant. Au fait.